petite voix à moi, elle me disait sauve ta peau. En fait, c'est marrant, hein. J'ai quand même eu un sentiment d'urgence. Avec le sentiment, de toute façon, de pas vraiment avoir le choix pour sauver ma peau. J'étais enfin sortie du conditionnement et j'avais enfin l'impression de commencer ma vie, en fait. Alors, j'ai adoré ma vie, hein, c'est pas le sujet. J'ai l'impression d'avoir choisi, mais en fait, je pense que j'ai pas vraiment choisi. Et c'est la première fois où j'ai eu l'impression de me dire ah bah tiens, je commence à comprendre à quoi je pourrais servir. Quand j'en discute autour de moi, c'est souvent à cet âge-là que ça se passe. Hein. C'est le moment où j'allais avoir 40 ans. Tu démarres autre chose. Ou en tout cas, tu te poses vraiment la question du sens, de à quoi je sers. Finalement, c'est quoi ma voie à moi dans laquelle je puisse à la fois servir à quelque chose pour le monde et puis tant qu'à faire, avoir l'impression que je suis vraiment dans ma voie et j'adore ce que je fais tous les matins. Ah ben moi, j'ai une énorme peur de l'échec. Tu sais, on se refait pas du tout. Hein. On t'a appris qu'il fallait réussir, donc c'est quand même dur de lâcher ce truc-là. Et puis j'avais peur de sortir de la norme, de choses qui sont sécurisées aussi, parce que ta carrière est un peu tracée, il peut pas se passer grand-chose en fait. Alors que là, tu remets tout à plat. D'abord, ta capacité à savoir faire un nouveau métier qui est un métier d'entrepreneur, quand tu as toujours bossé dans des grosses boîtes. Et puis, est-ce que cette idée va marcher, tu vois ? Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle femme extraordinaire. Nos enfants étant amis depuis quelques années, nous nous croisions presque tous les matins sur le chemin de l'école. Je savais donc que Géraldine est une femme brillante, bienveillante, sympathique et drôle, mais j'étais très loin d'imaginer qui elle était vraiment et ce qui se cachait derrière son entreprise. D'ailleurs, c'est une réflexion que je m'étais déjà faite en interviewant Aline dans En chemin avec qui nous avions travaillé. Nous côtoyons au quotidien des personnes que nous apprécions, mais au final, nous ne savons pas grand-chose d'elles. Et quand nous apprenons à les connaître encore mieux, le rapport à l'autre en est transformé. J'ouvre une petite parenthèse. Comme vous le savez, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment ? En en parlant autour de vous et en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça sera un petit peu mon cadeau de Noël avant l'heure. Revenons-en à Géraldine. Géraldine a fait l'ESSEC, après 19 ans avec une carrière sur le papier toute tracée en tant que directrice marketing chez Procter, puis Onobiol et Sanofi. Géraldine a senti une urgence de sauver sa peau, dans les deux sens du terme. Après 7 ans de recherche et développement, Light in Derm voit le jour. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Géraldine Decaux. Bonjour Géraldine. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Ah oui, bien sûr. Alors, j'ai choisi une paire de skis, Charlotte. Ouais. Et pourquoi une paire de skis ? Alors, tout d'abord parce que moi, je suis savoyarde, donc voilà, j'ai chaussé les skis. Je devais avoir juste quelques années. Ouais. Et du coup, quand je chausse mes skis, je me sens un peu à la maison, en fait. Les skis aux pieds et puis le grand air pur et frais de la montagne, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Donc, c'est mon ancrage personnel. Et puis le ski, c'est aussi la vitesse. C'est aussi la vitesse. Et j'adore quand ça va vite. Il faut que ça aille vite, en fait, dans ma vie. Et quand ça pulse, je me sens vivante. Et voilà. Et ça, j'adore. Et puis, c'est cette espèce de mélange de sensations avec, d'un côté, la liberté, l'impression de faire sa propre trace dans une neige que personne n'a foulée avant moi. Ouais. Et puis en même temps flirter un peu avec la limite et le danger, parce que notamment en haute montagne, il faut quand même toujours faire un peu attention aux crevasses, aux ponts de neige. Donc voilà, c'est ce mélange de liberté et de grande concentration face à un danger potentiel. Je crois que j'ai réussi. Et tu dis que tu es savoyarde, t'es née en Savoie ? Je suis née, alors pas exactement, je suis pas née en Savoie, je suis née dans la Drôme, mais en revanche, j'ai vraiment vécu toute ma vie en Savoie. D'accord. Et où est-ce que c'était dans la Drôme ?
C'était à Romans, D'accord. Romans-sur-Isère. Ouais. Le royaume des chaussures et des ravioles pour ceux qui connaissent. Exactement. De la pogne aussi, tu peux rajouter. Ah ouais, la pogne aussi. Bon, pour ceux qui connaissent pas, ils regarderont. Mais en tout cas, c'est trop bon. C'est un vrai régal. Et t'étais quel type de petite fille? Alors moi, j'étais une petite fille sage, timide. J'étais blonde quasiment blanche en fait quand j'étais toute petite avec Ouais. les cheveux là, tu sais, qui tombaient des deux côtés, des grands yeux bleus et je rougissais très facilement. Et, et si tu veux, et j'étais plutôt assise au premier rang à l'école parce que voilà. Et je me suis toujours beaucoup conformée, je crois, à Ouais. cette image-là, puis à celle qui était attendue de moi. Et j'ai toujours été plutôt dans le moule, plutôt de fait ce qui était, ce qui était attendu, ce qui était valorisé. Tu sais, moi, mes deux parents sont profs, ma famille entière, j'ai des profs de partout. Mes Prof de quoi, grands-parents tes étaient parents? profs. Alors, ma maman est institutrice en maternelle Ouais. et mon papa est prof de gym, tu vois. Donc, D'accord. ayant, je pense, regretté toute sa vie d'avoir trop, et du coup, ayant pas mal demandé à ses enfants de faire autre chose. Ça a coupé, se demandant toute sa vie de faire quoi? À ses enfants de réfléchir un peu à l'avance à ce qu'ils auraient envie de faire Ouais. comme métier et à se servir de l'école comme d'un tremplin pour accéder à quelque chose auquel lui Ouais. n'avait jamais accédé, probablement par flemme et voilà, sans se Ouais. projeter réellement dans l'après, quoi. Donc, D'accord. voilà. Et toi, du coup, c'était quoi tes rêves à toi quand tu étais petite? Mes rêves à moi, qu'est-ce que c'était? En fait, moi, je pense que j'ai longtemps rêvé d'être sportive professionnelle. Tu vois, c'est vraiment marrant que tu me demandes ça parce que ça fait à peu près 30 ans que je me suis jamais posé cette question. Mais maintenant que tu me le demandes et que je vais chercher dans ma mémoire, je crois que oui. Mes rêves d'enfant, c'était probablement d'être sportive professionnelle. Donc, j'étais fan de ski. Ouais. Je faisais un peu de slalom de descente d'ailleurs, les week-ends et puis les mercredis. Et je jouais à pas mal de sports collectifs aussi, notamment du handball. Et effectivement, je pense que j'en aurais volontiers fait ma carrière, soit du ski, soit du hand, avec, tu vois, des désirs d'exploits sportifs. Je pense que ça ressemble à ça en fait, Ouais. en y réfléchissant. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu aies fait une école de commerce Ouais. et t'as pas continué dans ce rêve entre guillemets? Bah, tu vois, c'est vraiment intéressant parce que je me rends aussi compte que j'ai quand même eu un réveil tardif parce que j'ai quand même fonctionné sur des rails de choses qui étaient bien pour moi pendant longtemps. Ouais. Et le choix de l'école de commerce, tu vois, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je pense que je n'avais aucune idée du métier auquel j'allais pouvoir prétendre en sortant d'une école de commerce. C'est juste que je pense que j'avais dû comprendre que c'était bien de faire une classe prépa, que ingénieur, ça m'avait l'air quand même vraiment, vraiment trop chiant, et que en faisant du commerce, probablement, ça ouvrait la porte à beaucoup, beaucoup de possibilités, et Ouais. que c'est une autre de mes caractéristiques. J'ai toujours aimé que toutes les possibilités soient ouvertes et pouvoir choisir au tout dernier moment, en last minute, en fonction de la situation. Ouais. Donc, je pense que ça ressemblait à quelque chose d'aussi indéfini que ça, avec, tu vois. Et puis, en fait, le sport. Alors, pourquoi pas le sport? Parce que, en réalité, c'est quand même très éprouvant pour le corps, Ouais. et que, tu vois, à partir de la seconde, j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux, notamment, des problèmes de dos. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, je vais jamais tenir toute ma vie. Ouais. C'est beaucoup trop sollicitant. Et en fait, je risque de pas y arriver et d'être limitée physiquement. Et puis, évidemment, après, quand tu grandis, tu te rends quand même compte que ça a peu de chances de remplir ta vie et de répondre à toutes tes aspirations. Ouais. Donc, tu m'as demandé mon rêve de petite fille, c'était celui-là, mais assez rapidement, ça a évolué vers quelque chose de plus équilibré où je pourrais aussi faire fonctionner un peu plus largement ma tête. Ouais. Et du coup, au moment de faire le choix, donc enfin l'année du bac, comment ça s'est passé du coup cette réflexion? Ouais, en fait, c'est là. Alors, si quand même, c'est pas tout à fait vrai ce que je te dis, parce que effectivement,
quelque part, c'est venu un peu d'un espèce de cursus scolaire normé où les gens qui étaient bons en terminale, en gros, passaient tous en classe prépa et que tu y étais de toute façon largement incité par tes professeurs. Donc, tu vois, l'espèce de truc construit pour toi auquel tu ne réfléchis pas. Mais malgré tout, c'est pas tout à fait vrai parce que maintenant que tu me le dis, j'ai eu une rencontre en terminale, quelqu'un qui s'appelle Christine Prière, elle se reconnaîtra peut-être, qui était à l'époque, qui venait d'intégrer l'ESSEC quand j'étais encore en terminale. Et que j'ai rencontrée, j'ai trouvé cette fille mais extraordinaire. Elle était belle, elle était rayonnante, elle était charismatique. Et en fait, j'ai juste eu envie de lui ressembler. Je me suis dit, mais elle est géniale. Et je me suis dit, bah moi aussi, je vais faire l'ESSEC. Et donc, ça, c'était effectivement en terminale. Tu vois, c'est drôle. Je me souviens maintenant. Et donc, je suis partie. Et elle avait dû faire sa prépa. Ah oui, non. Ah oui, elle avait fait sa prépa à Berthollet. Qui est le petit lycée de Haute-Savoie, tu vois. Et puis ensuite, elle était passée au Parc. Et je m'étais dit, bon, bah, je vais faire pareil. Et je suis rentrée dans cette prépa à Annecy, au bord du lac, qui est dans les montagnes, qui était quand même vraiment canon. Et puis, finalement, j'ai aussi intégré l'ESSEC. Comme quoi, c'est marrant, tu vois, quand il y a une intention très forte, parfois, elle se réalise, sachant qu'effectivement, après cette prépa Berthollet, moi, j'ai pas redoublé au Parc à Lyon, et c'est vrai que c'était pas si simple d'intégrer une Parisienne. Donc oui, on va dire que c'était un premier signe positif de l'univers, on va dire. En tout cas, je l'ai pris comme ça parce que c'était vraiment pas une évidence. Ouais. Et comment ils l'ont vécu, tes parents? Enfin, comment ils t'ont accompagné pendant cette période-là? Oui, bah, ils ont été hyper mignons en fait. Ils ont toujours été très prévenants. Alors j'étais en internat à Berthollet à Annecy, donc j'étais toute la semaine partie, mais je rentrais le week-end. Ils revenaient me chercher et il y a toujours une très grande chaleur affective. Je me suis toujours sentie assez différente de mes parents, mais toujours très 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 entourée, avec une grande chaleur et ils m'ont toujours donné confiance, ouais. Ouais. Et donc ils étaient heureux de te voir dans cette voie. Ouais. Je pense que ils savaient pas bien ce que j'allais faire, parce qu'ils avaient pas trop d'idées de à quoi ça correspondait, c'est ce type de job. Mais moi non plus d'ailleurs. Mais effectivement, ils avaient l'impression que j'étais au bon endroit, quoi. Ouais, super. Donc après les sacs, tu se poses la question de, parfois ça se pose pas d'ailleurs. La question c'est, on trouve un stage et hop, on enfile dans un job. Toi, ça s'est passé comment du coup la suite de l'ESSEC? Alors la suite de l'ESSEC, ça s'est passé. J'ai toujours fait des choix au dernier moment avec quand même pas mal de bol. Tous mes stages, je crois que j'étais la dernière à trouver mon stage. Et à un moment, je me suis dit, waouh, je suis quand même vraiment en retard. Et j'ai balancé un CV. Et j'ai eu un appel le lendemain d'une personne qui m'a dit, écoutez, je ne sais pas comment votre CV est arrivé sur mon bureau, mais il s'avère que j'ai besoin de quelqu'un. Donc, c'était chez Danone en stage sur les yaourts à l'époque. Pour du marketing, du coup? Pour du marketing, oui. Ouais. Alors ça, j'étais à peu près consciente que le marketing me plaisait. Ouais. Et donc, j'ai démarré par ce stage chez Danone qui m'a énormément plu. Et ensuite, on a la possibilité de faire un stage et puis un échange à l'étranger. Et je suis partie en Argentine. Ah, super. Qui était un pays qui m'attirait beaucoup, où j'ai fini mon cursus scolaire. En fait, j'ai fait 6 mois d'échange et puis en parallèle, j'ai fait un stage que j'ai pas du tout aimé au Crédit Lyonnais dans la banque. Donc ça, j'ai su que je ferais pas ça. Mais voilà, c'est vrai que je suis un peu allée où mes pas me guidaient. Et voilà. Et ça s'est trouvé comme ça, mais ça s'est bien trouvé. Et en fait, en Argentine, je bossais. Alors, mon premier stage, c'est au Crédit Lyonnais, puis j'en ai fait un deuxième chez Pricewaterhouse en conseil en réorganisation. Et là, je me suis rendu compte que j'aimais quand même bien que ce soit méthodique et qu'il y ait une structure et qu'il y ait des savoir-faire, pas réinventer la roue, réfléchir de son côté pour trouver la meilleure méthode, mais tant qu'à faire, profiter de méthodes éprouvées que les autres aient déjà essayé avant moi. Et je me suis dit, je reviendrai bien évidemment en Argentine ou dans tous les pays du monde qui m'attiraient, mais avant, j'aimerais être sûre d'acquérir des méthodes de travail et des process hyper solides
pour pouvoir les réappliquer ensuite quand je serai dans des structures justement un peu moins ou dans des environnements un peu moins structurés et pour pouvoir être indépendante et moi-même force de structuration et de méthode en allant plus vite, c'est toujours cette même histoire, et en étant plus efficace. Et c'est vrai qu'au retour d'Argentine, je suis rentrée chez Procter & Gamble, mais en partie pour ça, en me disant, parce que c'était connu comme étant un excellent troisième cycle après une école de commerce qui permet d'apprendre toutes les méthodes et que c'est là en réalité que tu fais ton réel apprentissage, ce qui est assez vrai. Et c'est pour ça que je suis rentrée en me disant j'en sortirai dans 2 ans parce que c'est beaucoup trop cadré, beaucoup trop normé, pas assez créatif pour moi, et puis j'irai mener ma vie ailleurs et notamment à l'étranger. Et en fait, tu vois, je suis restée 12 ans. Pourquoi tu es restée 12 ans finalement du coup? Tu vois, ça c'est intéressant parce que je pense un peu par j'ai toujours eu ce côté-là en moi. J'ai eu d'un côté, tu vois, la bonne élève, bien gentille, qui fait que je vais rester dans des rails et dans des choses qui sont écrites que c'est bien d'être là, tu vois, c'est ça la norme. Et donc il y avait un peu ce côté-là en moi, et puis rester fidèle à un endroit, à une structure où il y avait du confort. Et en même temps, c'est vrai que j'ai aussi pu y rester sans m'impatienter parce que toutes les années et demie, ils te font changer de job pour pas que tu t'ennuies. Et effectivement, toutes les années et demie, il y a un challenge nouveau, une catégorie nouvelle, un type de job nouveau qui sort un peu de la zone de confort et qui fait que attends, alors je fais encore ce job-là, après je pars. Je vais encore apprendre 2-3 trucs et puis découvrir des choses nouvelles dans ce nouveau job, et puis après j'y vais. Et du coup, dans ce contexte, t'es partie à l'étranger ou t'es toujours restée du coup en France? Ah oui, je suis partie à l'étranger. Alors en fait, j'ai souvent bossé pour des structures internationales, mais en délocalisé. Donc je suis allée une fois à Madrid pour travailler sur un projet de marque internationale sur les shampoings qui était lancé par les US, et moi j'étais le hub européen. Et puis après Madrid, je suis partie à Londres, puisque à Londres était aussi là pour le coup ce qu'ils appellent la Global Business Unit pour la catégorie shampoing, qui était à Londres. Donc c'était là que se faisaient tous les développements de nouvelles marques. Du coup, t'as vécu là-bas? Et j'ai vécu, alors j'avais négocié la moitié de mon temps à Londres, la moitié de mon temps à Paris, parce que j'avais déjà des enfants à cette époque-là. Et en fait, Londres, c'était pas vraiment Londres, c'était Egham, qui a 1 heure de Londres. Donc, j'ai assez peu connu Londres. J'ai surtout connu la banlieue, et puis je bossais pas mal quand j'étais là-bas. J'essayais de concentrer un maximum de choses sur 2 ou 3 jours et de rentrer. Donc, non, j'ai pas profité de la vie de Londres. Pour la minute love, comme disait Dorothée Bard dans son épisode, ton mari, du coup, tu l'as rencontré à l'ESSEC? Eh oui. On m'avait promis lors de mon entretien de recrutement à l'ESSEC, là, il m'avait dit mais en fait vous venez chercher un mari. Je m'étais complètement offusquée en disant vraiment je trouve ça inadmissible que vous puissiez poser cette question. Et puis finalement effectivement comme la moitié de mes copines, je crois qu'on a trouvé notre mari à l'ESSEC. Bon, ça va, c'est un bon, tu l'as gardé en plus. Ouais, écoute, j'ai toujours le même, on est toujours ensemble et heureux de l'être, et ça c'est chouette. Et du coup, donc t'étais déjà maman, donc tu voyageais quand même énormément à cette époque-là. Comment tu gérais parce que t'avais tes deux aînés? Oui, j'avais mes 2 aînés, et puis en fait, maintenant que j'y pense, quand j'étais à Londres, en réalité, on développait une nouvelle marque pour le monde entier. Et du coup, il fallait, l'objectif était d'évaluer son potentiel sur les différents continents. Donc, on avait plusieurs pays leads. On avait le Mexique, on avait la France, on avait la Russie, on avait le Japon et l'Inde de mémoire. Et donc, j'étais effectivement très souvent partie, puisqu'on a fait des concept tests dans tous ces pays-là pour évaluer l'impact et puis faire évoluer le concept et le produit. Et je bossais avec l'autre usine, qui est l'usine des après-shampoings, qui elle était à Kobe au Japon. Donc j'étais effectivement très souvent partie. C'est marrant parce que j'ai oublié en fait que j'étais aussi souvent partie.
Le cerveau est bien fait. Hein. Ouais. En fait, tu nettoies tous les passages qui t'ont un peu dérangé, parce qu'effectivement, j'avais un peu le sentiment d'être une mauvaise mère quand même. Je trouve ça difficile de tout faire bien et on se met une bonne pression, mais finalement, on fait rien de très bien et en plus on le vit avec culpabilité, donc ça sert à rien. Et du coup, comment je me suis organisée? Écoute, j'avais une nounou à domicile. Ouais. Et puis Stéphane à l'époque était sur Paris, donc devait aussi pouvoir assurer. D'accord. Très probablement, ouais. Après, sur la minute culpabilité, tu vois, moi, ça me fait penser, je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus si j'en ai parlé, mais il me semble que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais en fait, nous, on a eu nos 2 enfants à Marseille. On est parti vivre à Paris quand notre aîné avait 2 ans et demi, 3 ans, non, 4 ans, je vais y arriver, 4 ans et quelques, et Pénélope, elle avait 1 an et demi. Et en fait, jusqu'aux 4 ans et quelques d'Auguste, c'était moi qui allais le chercher chez la nounou tous les soirs. À peu de choses près. Ouais. À 18h, c'est moi qui l'accompagnais tous les matins parce qu'on n'avait qu'une voiture, qu'il fallait une voiture et qu'en plus, mon mari, il était quand même presque 4 jours par semaine à Paris. Donc du coup, c'était moi tous les soirs et tout. Et en fait, quand on a emménagé à Paris, j'avais un boulot où je voyageais beaucoup, où je bossais absolument comme une tarée. Et c'est mon mari qui allait tous les matins à l'école accompagner notre fils. Et je sais pas, au bout de 6 mois, un truc comme ça, il dit de la même façon, toi maman, tu viens jamais m'accompagner à l'école et tout. Et puis tu viens jamais me chercher à l'école. Et là, je me suis dit, je lui ai dit un truc genre, mais tu sais, quand on était à Marseille, c'était moi tous les matins et tous les soirs, quoi. Et il avait oublié. Et là, tu dis, ok. Ma culpabilité, même si j'en avais encore, tu dis, en fait, même quand tu es sur le papier une maman qui fait tout bien et qu'après tu changes, au bout de 6 mois, ils ont tout oublié. Donc finalement, je me dis que même quand t'es pas là, du coup, ils oublient aussi, quoi, en fait. Non, écoute, toi, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça parce qu'il y a toute une partie d'eux que tu as construite en faisant ça. Oui. Non, mais bien sûr, je regrette pas de l'avoir fait, tu vois. Mais par contre, tu vois, je trouve que ça fait quand même vachement réfléchir parce que moi, j'ai encore du mal un peu à trouver ma place par rapport à eux, par rapport au rythme et tout, de pas culpabiliser, de me dire tiens, si un soir je les mets à l'étude, ça va bien se passer. Mais quand je repense à ça, je me dis en fait, il y a un moment, si t'es bien, ils seront bien en fait. Exactement. Alors ça, tu as complètement raison. Et tu me refais penser à un épisode aussi de ma vie qui fait que finalement, ça a probablement en partie calmé ma culpabilité. Enfin, je sais pas si c'est ça qui est. Moi, mon aîné a eu une maladie assez grave quand ça a démarré quand il était chez les moyens. Donc, je sais pas, il devait avoir... on a 4-5 ans chez les moyens. Qui était une maladie dégénérative neurologique. Okay. Et on s'en est rendu compte en fait parce que il parlait de moins en moins bien. D'accord. Ouais. Au début, je me disais tiens, il me disait mais comment ça s'appelle ça en montrant son ventre. Je disais mais ça s'appelle ventre. Et puis là, je me suis dit waouh, en fait, on commence à avoir un problème. Ouais. Et puis ça s'est traduit par des crises d'épilepsie hyper fortes. J'étais obligée de l'emmener à Necker. Et puis ça a duré un peu de temps parce que c'était assez lent en fait au début et on a fini par faire des examens qui ont révélé une maladie rare, assez grave qui s'appelle Landau-Kleffner, etc. Et il nous a dit en fait, alors avant ça en fait pour tout te dire, quand j'ai compris que ça commençait à être grave et avant qu'on ait le diagnostic, qui est la partie la plus pénible en général, quand tu n'as pas encore le diagnostic, tu sais pas sur quoi. T'es dans l'attente. Voilà, t'es dans l'attente, tu sais pas quel va être le niveau de gravité du truc, et puis surtout, tu peux pas du tout commencer à agir et à essayer d'aller vers le mieux, puisque de toute façon, tu sais pas ce qu'il faut faire. Donc à ce moment-là, je me souviens que je suis allée voir mon boss là chez Procter, en lui disant écoute, j'ai besoin d'être partie demain en fait. Je pose ma démission, je veux être partie tout de suite. J'ai mon fils qui va pas bien du tout. Et là, si tu veux, ça m'est apparu alors que j'ai quand même toujours fait attention à ma carrière. Ça m'a apparu mais comme une évidence absolue que c'était ma seule et unique priorité. Enfin, et que finalement dans la hiérarchie des choses importantes pour moi, mais c'était tout en haut et que finalement mon boulot n'avait aucune importance. Si ce n'est qu'il faut que tu aies un déclic comme ça de quelque chose de grave pour t'en rendre compte et qu'avant ça, l'équilibre était difficile à trouver. Alors que là, du coup, je me suis dit à 100%, j'arrête. Bon, finalement, il s'avère que
ils ont quand même pu le garder à l'école et finalement j'ai demandé un 50% en gardant une partie d'un job. Et je me suis occupée de lui pendant 1 an et demi. D'accord. Évidemment, tous les examens, tous les rendez-vous à Necker. On a fini au bout de 3 mois par comprendre que c'était cette maladie assez grave. Ouais. On m'a dit que voilà, il allait falloir que j'apprenne le langage des sourds et muets, trouver une école pour sourds et muets, parce qu'en fait, son cerveau, c'est pas qu'il avait un problème d'audition, c'est que son cerveau ne pouvait plus analyser la nature du son qui lui arrivait. Donc, au début, il comprenait plus ce qu'on lui disait avec les mots, puis ensuite, il savait plus si c'était un aboiement d'un chien, un sifflement d'un train. Enfin, c'était quand même très compliqué. Et donc là, j'ai fait que m'occuper de lui. Et on a mis en place en fait plein de choses, bien sûr, avec Necker, avec la vraie médecine allopathique, avec une chimie lourde dont il avait besoin sans aucun doute. Et puis autour de ça, on a mis aussi en place plein d'autres types d'assistance entre guillemets. Un orthophoniste qui était un vrai mage, bien sûr psy, mais aussi un naturopathe, mais aussi un éthiopathe. Et en fait, j'ai eu l'impression que alors l'histoire finit bien parce que il guérit au bout d'1 an et demi, alors qu'il ne doit jamais guérir. Hein. C'est-à-dire que sur les 63 cas, il n'y en a pas un qui a eu une rémission avant l'âge de l'adolescence, donc avec des séquelles intellectuelles et neuro hyper lourdes. Et en fait, Constantin, au bout d'1 an et demi, il a guéri. Je pense qu'effectivement, j'ose espérer que le fait d'avoir mis toute mon énergie et tout mon amour et toute ma puissance dans le fait d'essayer de le faire guérir, a dû quand même jouer. Et puis, ça a été un moment où on a tous grandi, parce que moi aussi, je suis allée voir une psy qui m'a dit, mais vous avez ce souci de la perfection, de la performance, tout doit aller vite, et votre fils, il pète un plomb. Et en fait, ça m'a fait un espèce de choc absolu, comme tu peux imaginer. Je me suis dit, waouh, déjà que je suis culpabilisée de pas être trop présente, mais en plus, si tu veux, je me suis vraiment pris, mais comme un manche, et tout ça est de ma faute. Bon, ça a été à la fois super dur, et puis en même temps salutaire, parce que je pense que ça nous a tous repositionnés. Moi, sur les priorités. Repositionner sur les priorités, repositionner dans mon rôle de mère, dans ce qui était vraiment important, dans l'attitude à avoir. Je me suis rendu compte qu'effectivement, on leur mettait une pression de dingue à nos enfants, de façon, tu vois, j'avais honte de ça, bien évidemment, tu vois. Mais c'est pas possible d'avoir pu faire ça alors que tu les aimes à l'infini, mais en fait, donc ça nous a repositionnés tous. Et effectivement, le fait qu'ils guérissent, si tu veux, mais quel plus beau cadeau du ciel, quoi. C'est sûr. Et c'est vrai que, du coup, tu vois, à la fois, et c'est peut-être pour ça que j'avais oublié finalement tous ces moments que j'ai passés loin d'eux à voyager, qui ont quelque part été compensés. C'est horrible de dire ça, mais ensuite par le temps, là pour le coup hyper qualitatif que j'ai passé pendant ces quasi 2 ans. Et finalement, ça s'est fait plutôt en mode on-off. Moi, ma façon d'être présente à la maison. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai le sentiment d'avoir été là au moment où c'était important. Alors, j'ai aussi le sentiment de pas avoir été suffisamment là avant, et bien évidemment que je me le dis. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait réussi à guérir, c'est génial. Trop chouette, quoi. Et à cette époque-là, comment ça s'est passé dans ton job? Comment ils t'ont accompagné dans le truc? Parce que t'étais, entre guillemets, la warrior, working girl, hyper successful, et qui, d'un coup, dit, moi, j'arrête. Bon, finalement, je reste à 50%. Oui, alors écoute, il y a eu les 2 mouvements, en fait. Il y a eu, si tu veux, un premier mouvement où j'ai été extrêmement reconnaissante de la façon dont ils se sont organisés rapidement. C'est-à-dire que rapidement, ils ont trouvé, parce que j'avais un job qui se faisait vraiment pas à 50%. Donc assez rapidement, ils ont trouvé quelqu'un pour me remplacer. Et le deal, c'était qu'effectivement, je fasse le passing correctement, etc. Moi, j'étais prête à tout arrêter, et j'ai un de mes copains dans une autre section qui m'a dit, mais moi, ça m'intéresse de t'avoir, même à 50%. Donc très sympa, il m'a trouvé un job effectivement qui se faisait très bien à 50%, et qui m'a quand même permis de garder une forme d'équilibre. Et puis le deal, c'était que dès que je dois partir, je pars.
Donc, j'avais tout le temps mon téléphone et dès que l'école m'appelait, puisqu'il l'avait quand même gardé, mais il faisait pas mal de crises, il fallait que j'aille le chercher. Et donc, ils ont été formidables hein, par la flexibilité qu'ils m'ont permis d'avoir, tu vois, parce que à la fois c'était du 50%, c'était à peu près bien câblé, et puis si j'étais pas là pendant 2 jours parce qu'il y avait 2 jours d'examen intense, et en fait j'étais pas là et personne ne me demandait où j'étais. Donc ça, si tu veux, j'ai été vraiment reconnaissante de ces 2 années-là. Ensuite, la réalité, c'est que et en même temps, j'en ai absolument voulu à personne, mais bien évidemment, tu vois, je les ai payés. J'ai mis aussi plus de temps ensuite à progresser. Alors, je m'en foutais complètement. C'était tellement, enfin, si tu veux, c'était tellement pas mon enjeu. Quoi. Mais c'est sûr que j'avais quand même un peu passé mon tour. Hein. T'as quand même l'ego qui est un peu chatouillé quand même. Oui. C'est sûr que certaines fois, tu vois, parce que il y a un système de promotion assez exigeant chez Procter. Bon, tu sois dans un pourcentage de machin, bon, c'est assez bête et méchant et scolaire, mais c'est vrai que du coup, j'étais là, mais attendez, et moi là, finalement, en fait, c'est ok. Ouais, mais bon, tu comprends. T'as pas été là pendant 2 ans, donc même si effectivement ce serait ok, t'es un peu redescendu sur la liste. Bon, te casse pas, je t'expliquerai. Ouais, c'est ça. Mais le prends pas personnellement. Hein. Bah non, pas du tout. Et puis écoute, finalement, tu vois, je me suis aussi dit que c'était. Après, j'ai aussi pris plus le temps de m'occuper de mes 2 enfants à ce moment-là. C'est aussi plus simple de faire ça quand tu es dans une boîte que tu connais bien. Ouais. Même si ils ont combien de temps d'écart, les aînés? Ils ont combien d'écart ils ont les 2 garçons? Ils ont 2 ans d'écart. D'accord. Et Léonore, elle a combien d'écart avec du coup la petite dernière avec Elle a 10 ans d'écart avec. Elle a 11 et 9 en fait exactement. Ouais. Elle nous en a toujours un peu voulu d'avoir attendu autant. Ah ouais? Et d'être aussi décalée de ses frères. Bah oui. Là, ils sont partis tous les 2, tu vois. Et elle se retrouve toute seule à la maison et ça lui plaît pas du tout. En même temps, à peu près, elle peut pas s'en rendre compte parce que quand on a 9 ans, on se rend pas compte de ce genre de choses. Mais je me rappelle quand tous les, ce que je raconterai en intro, mais on se connaît personnellement et nos enfants étaient dans la même école et tous les matins on se croisait, toi, ton mari et Léonore et nous deux avec mon mari et mes enfants. Et le truc, c'est qu'en fait, avant, moi, comme je disais au début, c'est que jamais j'allais à l'école l'accompagner parce que j'étais une machine et qu'il fallait que je sois au bureau la première et voilà. Et après mon burn-out, en fait, déjà, je travaillais plus. Et puis en fait, ça m'a fait aussi prendre conscience que ma fille, je pouvais aller jouer avec elle dans sa classe et que c'était un moment chouette en fait, ce petit quart d'heure de marche parce qu'on habitait loin de l'école, mais ce petit quart d'heure de marche tous les 4, c'était un chouette moment et je me rappelle parce qu'un jour on avait discuté, on s'était dit on est un peu les seuls parents à peu de choses près à venir papa et maman. Alors il y a des gens qui disent mais pourquoi vous vous infligez ça? Parce qu'en fait on est content de le faire et tu nous avais dit c'est la dernière, on en profite quoi. C'est vrai, t'as tout à fait raison. On n'est pas très nombreux à venir à 2 parents. Non. Mais surtout que nous, on n'en a plus qu'une, donc si tu veux, on la tient tous les 2 par la main. C'est trop mignon. Elle en est marre, elle nous dira ça bientôt. Mais ça, c'est vrai que tu as raison, parce que moi aussi, quand les garçons étaient petits, c'était la course. T'es en mode autopilote, et puis effectivement, c'est juste une corvée de plus d'aller les déposer à la crèche, à l'école. Ah, c'est ça. Alors que effectivement, quand tu mûris un peu, ça devient un immense plaisir. Et du coup, donc à partir de, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes finalement de chez Procter? Alors, écoute, effectivement, j'ai trouvé que quand même, j'ai trouvé qu'à un moment, j'étais plus forcément à ma place. J'apprenais plus grand-chose. Et puis, il aurait fallu que je parte à l'étranger, en fait. Ça faisait partie, tu vois, du chemin de carrière. Et si tu allais pas t'installer réellement dans un pays, de toute façon, c'était assez bloquant. Okay. Et Stéphane n'avait pas envie de bouger. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis, je sais pas. Alors, en même temps, ça a été aussi un hasard parce que c'est mon ancien DG de chez Procter qui, lui, avait pris la présidence de Nobiol et qui avait besoin de quelqu'un pour prendre la direction de la France et qui m'a appelé.
En fait, ça s'est aussi D'accord. passé comme ça. Ouais. Comme quoi, pendant très longtemps, j'étais quand même en autopilote, à me laisser faire un peu par la vie. Et puis c'est que un peu plus tard que j'ai l'impression d'avoir vraiment pris les rênes de ma destinée. C'est drôle. Mais c'était Ouais. pas encore ce moment-là, parce que là, j'y suis encore arrivée un peu par hasard. Ouais. Et j'ai vraiment adoré ce job-là chez Nobiol. Ouais. J'ai vraiment adoré, donc j'ai pas du tout regretté. Mais c'est assez marrant parce que ça m'a replongée au cœur d'une autre de mes histoires que j'avais complètement enterrée, qui est le fait que j'ai eu un cancer de la peau à 20 ans, parfaitement pris en charge, guéri. Enfin, il y a pas eu de problème par la suite, si ce n'est que depuis, je suis quand même suivie très très régulièrement par mes amis les dermatologues et que voilà, je fais très attention et j'enlève quelques-uns de mes 250 grains de beauté assez régulièrement. Mais cela dit, je l'avais un peu enterré comme quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ouais. Parce qu'en plus, ça faisait à pas 20 partie. ans, en plus, c'est quand même pas courant, quoi. Ouais, c'était un peu tôt. Alors moi, j'ai la peau super claire et j'ai énormément pris le soleil parce que je suis née en 71, donc dans les années 70-80, tout le monde était exposé à fond, sans crème, sans rien. Et c'était le moment où on te racontait que le coup de soleil était juste le prémisse du bronzage et que c'était bien. T'inquiète, ça va se transformer en bronzage. Ça va se transformer en ce sacro-saint bronzage, tu vois, cette couleur, cette jolie couleur cuivrée qui convenait d'arborer. Alors moi, ça m'arrivait jamais. En plus, c'est ça qui est con, c'est qu'en fait, ça ne transformait jamais puisque ça faisait blanc rose, blanc rose, blanc rose. Vanille fraise. En fait, vanille fraise, c'était totalement inutile. Et moi, j'étais le contre-exemple du passage au bronzage. Mais bon, personne n'a dû se dire que c'était un problème à l'époque. Donc effectivement, c'était effectivement, mais ça faisait pas partie de ce que j'avais envie d'intégrer. Je pense que je me suis dit non, bah c'est fini et c'est pas grave et on n'en parle plus. T'as pas eu peur du coup ? Arrivé. Comment ? Parce que bon, le mot cancer à 20 ans, j'imagine que ça doit forcément appeler des questions. Enfin. Écoute, en fait, oui, bien sûr, et en même temps, je l'ai vraiment enterré comme si ça n'avait jamais existé. Alors, ça a complètement changé mon rapport au soleil, comme tu peux imaginer, parce que quand même, tout le monde m'a dit là maintenant, à partir de maintenant, mais c'est plus un rayon et c'est non négociable. Donc, je devais être habillée tout le temps, tu vois, j'avais un chapeau. Non, mais j'ai quand même fait très très attention au soleil à un moment où quand tu as 20 ans, dans les années 90, c'était quand même bien à contre-courant. Mais bon, je l'ai quand même fait. Donc ça a quand même vraiment changé bien évidemment ma vie. Et puis ça a changé aussi mon rapport à la peau. Et ça, on pourra en parler après. Mais en revanche, oui, je m'étais un peu dit, allez, donc je fais ça parce que je dois le faire. Mais dans l'absolu, c'est jamais arrivé, même pas mal, et c'est même pas grave, tu vois. Ouais, c'est fou. Hein. Et donc, et j'arrive chez Nobiol dans un environnement assez pathogène. Puisque le jour où j'arrive, ma directrice marketing en fait avait un énorme grain de beauté sur l'oreille. C'est le premier truc que je vois, quoi. Et je lui dis waouh, on se connaît pas très bien. Et je me permets quand même de t'en parler. Est-ce que tu as montré ton grain de beauté ? Elle me dit bah écoute, j'y vais dans 3 jours. Je dis ah bon, bah écoute, ça tombe bien. Alors effectivement, c'était un mélanome avec métastase, pas terrible. Elle a été absente pendant très longtemps. Et effectivement, je me suis dit, waouh, ça faisait longtemps que je n'avais pas été en face pour de vrai d'un nouveau mélanome. Et puis, la fondatrice avait eu aussi un cancer de la peau. Le fameux président qui m'avait fait venir était en train de développer un carcinome spinocellulaire aussi sur le visage. Et je me suis dit, waouh. Et plusieurs des personnes avec qui j'étais avaient une peau aussi très claire, avec plein de grains de beauté et se faisaient suivre régulièrement. Et donc, je me suis en dit, plus, rappelons que Nobiol, c'est des petites pilules pour faire en sorte d'optimiser le bronzage, si je résume bien. Tu as tout à fait raison. En plus, effectivement, le produit star de Nobiol, c'est le Nobiol solaire, qui sont qui sont en réalité des gélules qui assurent aussi une certaine photoprotection. Et c'est en fait beaucoup là-dessus que j'ai travaillé, puisqu'au début, c'était pas bien démontré. On était beaucoup sur la coloration et le bronzage avec des bêta-carotènes. Et puis, en allant vers d'autres sources d'ingrédients avec plutôt du lycopène de tomate riche en fluène
et en phytoène, je crois que ça s'appelait. En fait, on a mis en évidence, c'était une des études cliniques qui me tenait beaucoup à cœur, un effet photoprotecteur. Puisque Nobiol solaire, tu peux aussi t'en servir pour réduire la lucite estivale. Et effectivement, on a bien démontré la lucite estivale, tu sais, ces espèces de petites réactions au soleil. Petites taches. Ouais, ça te fait plein de petits boutons qui démangent énormément ou qui peuvent même prendre des proportions terribles. Et ça marchait assez bien. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être autre chose que cette histoire de bronzage. Ouais. Et effectivement, ça déclenche toute la production par le corps de caroténoïdes qui viennent protéger quelque part tes cellules, alors faire bronzer aussi, hein, mais protéger tes cellules. Et du coup, effectivement, je me suis retrouvée au cœur de cette problématique qui m'a vraiment passionnée, de la protection de l'intérieur par la nutrition. Et effectivement, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est drôle, hein, cette histoire de peau, j'y suis complètement par hasard, mais c'est là où je dois être. Ouais, il y a quand même deux, trois signaux entre toutes ces personnes qui tombent malades et ce produit. Exactement. C'était assez incroyable. Et puis, suite des signaux, donc j'y suis restée 4 ans, en fait, chez Nobiol. Enfin, 3 ans exactement. Puis ensuite, on a été racheté par Sanofi, donc c'était un passage Sanofi. Ouais. Et vers la toute fin, en fait, moi j'ai aussi développé un nouveau carcinome. Donc bon, ça c'est vraiment pas très grave, un petit vasocellulaire. Donc c'est rien du tout, ça métastase pas. Il y a pas de danger réel. Ça dit juste que ta peau effectivement ne peut plus supporter un rayon de soleil et commence à transformer pas de la bonne façon, quoi. Ouais. Et du coup, je me suis dit zut, effectivement, bah oui, en fait, c'était réel mon histoire. Hein, donc j'ai quand même une petite faiblesse à ce niveau-là. Ouais. Et puis après, à ce moment-là, ma peau est devenue complètement intolérante. Je supportais plus un rayon de soleil. J'étais obligée. Je me mettais un chapeau, mais je me mettais même des écharpes sur le bas du visage tellement je supportais plus la lumière. Et là, je me suis dit waouh, mais je peux pas rester comme ça, quoi. C'est pas possible. Ouais. Et en allant chez le dermatologue, parce que je dis mais là, j'ai des sensations hyper désagréables de brûlure, je supporte plus rien. Elle m'a fait passer sous un panneau de lumière en fait de basse intensité ou de lumière LED. Les dermatos sont de plus en plus équipés avec ce type d'appareil, en me disant écoute, c'est un vrai effet anti-inflammatoire et puis mine de rien, tu prends plus jamais aucun rayon du soleil par peur des UV. Mais la lumière, c'est quand même source de toute vie sur Terre, donc tu peux pas non plus te passer complètement de tout rayonnement, quoi. Il y a plein de rayonnements qui sont essentiels à l'activité cellulaire et tout. Donc je me suis dit bah ouais, évidemment, et donc je passe sous le truc. Bon. Qui a effectivement une vraie valence anti-inflammatoire. Hein. En l'occurrence, là, c'était des lumières rouges et infrarouges. Et effectivement, au bout d'une séance, toutes mes sensations, en tout cas, disparaissent. Ouais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser assez largement à cette lumière, parce que c'était un vrai paradoxe, en fait. Ouais. De me dire que, tu vois, la lumière, c'est délétère, mais la lumière soigne. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a du bon. Ouais. Et j'ai commencé à lire toutes les études cliniques autour de la lumière, ce que j'avais appris à faire chez Nobiol, à regarder vraiment ce qui avait été bien démontré, quels étaient les mécanismes cellulaires qui étaient en jeu. Et en fait, j'ai découvert que c'était effectivement passionnant et que selon les longueurs d'onde, selon les couleurs, tu vois, du rayonnement ou les longueurs d'onde du rayonnement, on pouvait aller faire plein de choses hyper intéressantes pour la peau. On pouvait effectivement, il y a de la photoprotection, hein, de l'infrarouge. On peut préparer la peau au soleil en réalité. Il y a aussi toute une valence anti-inflammatoire bien démontrée de ces lumières. Donc moi j'avais vécu, mais ça marche aussi assez bien sur des érythèmes persistants ou sur des peaux hyper réactives qui supportent plus rien. Et puis il y a une valence aussi de régénération. De réparation, notamment quand c'est associé à certains principes actifs. Ça peut contribuer à réparer en fait les dégâts de l'ADN liés aux UV. Et puis, un peu comme la photosynthèse des plantes, ça vient relancer plein de synthèses absolument essentielles de la peau pour revenir produire quelque part cette matière peau. Alors, la peau, c'est essentiellement des protéines, hein, mais il faut les produire en quantité suffisante, puis de bonne qualité. Et en tête de ces protéines, il y a le collagène qu'on connaît bien, mais il y en a plein d'autres. Et effectivement, cette lumière a cette capacité, si tu veux, de venir mettre la cellule en mouvement, en mode production, en mode sécrétoire, pour la pousser à effectuer correctement toutes ces synthèses, et notamment ces synthèses de collagène. D'accord. Donc, je me suis dit, waouh, c'est quand même super intéressant.
ce serait quand même génial de pouvoir le ramener à la maison. Ouais. En tout cas, moi, ça me motiverait énormément d'avoir un truc comme ça chez moi, miniaturisé, que je puisse faire tous les jours, puisque il y a un vrai intérêt à la fréquence de ces applications. Ouais. Le faire tous les jours pour tous les jours réparer, régénérer, relancer. Et du coup, je me suis dit, waouh, en fait, j'aurais quand même super envie de faire ça. Et c'est parti comme ça, parce qu'il y avait une injonction à l'action. Alors après, les gens se soignent chacun selon son caractère. Moi, je crois que c'est d'agir, en fait. Ouais. J'ai besoin d'agir. En l'occurrence, là, c'était agir pour moi. Et puis, c'était aussi beaucoup plus largement agir pour les autres, pour tous ceux qui étaient autour de moi et qui avaient besoin de prendre soin de leur peau aussi au quotidien. Ouais. Et puis pour plus largement, je me disais, si ça peut aider d'autres personnes que je ne connais pas, et ben super, hein. Quelle chance. Et c'est parti comme ça, en fait. Et c'est parti. Ouais. Et pour la première fois, je crois, de ma vie, j'ai arrêté d'aller là où mes pas me guidaient ou là où les autres me guidaient un peu. Ouais, finalement, c'était peut-être là où tes pas te guidaient, mais les pas du conformisme. Pas les pas du conformisme et du normatif et du après une prépa, tu peux aller sec et puis tu peux aller chez Procter & Gamble, tu vois. Ouais. Là, je pense que j'étais enfin sortie du conditionnement et j'avais enfin l'impression de commencer ma vie, en fait. Alors, j'ai adoré ma vie, hein, c'est pas le sujet, et j'ai l'impression d'avoir choisi, mais en fait, je pense que j'ai pas vraiment choisi. Et c'est la première fois où j'ai eu l'impression de me dire « Ah, bah tiens, je commence à comprendre à quoi je pourrais servir ». Et de façon marrante, parce que quand j'en discute autour de moi, c'est souvent à cet âge-là que ça se passe, hein, c'est le moment où j'allais avoir 40 ans. Ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression que 40 ans, tu démarres autre chose. Ouais. Ou en tout cas, tu te poses vraiment la question du sens, de à quoi je sers, finalement, c'est quoi le karma, c'est quoi ma voie à moi dans laquelle je puisse à la fois servir à quelque chose pour le monde, et puis tant qu'à faire, avoir l'impression que je suis vraiment dans ma voie et j'adore ce que je fais tous les matins, quoi. Ouais. Et donc voilà. Après, c'est pas facile, hein. Mais en tout cas, l'évidence était là. Donc, du coup, ta petite voix à toi, elle te disait quoi de faire quoi? Alors, ma petite voix à moi, elle me disait, d'abord, elle me disait sauve ta peau. En fait, c'est marrant, hein. J'ai quand même eu un sentiment d'urgence. Ouais. Avec le sentiment, de toute façon, de pas vraiment avoir le choix pour sauver ma peau. Et je pense que ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire sauver ma peau. En prendre soin pour de vrai au sens, au sens propre, pardon. Et faire quelque chose qui soit en rapport avec la santé de la peau. Et puis aussi au sens figuré, où je me suis rendu compte que je m'étais jamais tellement posé la question de mes besoins, mes désirs profonds, ce qui était mon chemin et pas celui que les autres avaient envie que je prenne. Ouais. Et si tu veux, ça a joué finalement à la fois au sens propre et au sens figuré, et que c'était aussi sauver ma peau, que pour une fois, aller chercher vraiment au plus profond de moi ce qui me motivait, ce qui me plaisait, avoir la dose de création et de créativité qui m'a souvent manqué, et puis me reconnaître le courage de tracer mon chemin, et puis de suivre une idée que j'avais eue et puis de la réaliser. Tu vois. Ouais. Et je pense que ça a été finalement, et souvent je dis que ce projet il est thérapeutique, mais je pense que c'est vrai, et je le vois comme un voyage un peu initiatique. Et là, ça y est, après 7 ans de recherche et de développement, on va lancer. Mais tu sais, en fait, je crois que l'intérêt a été aussi pendant tout le chemin. Tu sais, c'est un peu comme la pierre philosophale. Bon, le plomb en or, à la limite, ça va pas marcher, c'est pas grave. Mais tout le chemin de la recherche, c'est finalement ce chemin-là qui est transformant, et c'est moins le résultat que le process et que le cheminement qui est intéressant. Carrément. Et j'ai l'impression d'avoir mué, tu vois, pour continuer la métaphore avec la peau. J'ai l'impression d'avoir mué, et aujourd'hui d'avoir une peau beaucoup plus résistante et beaucoup plus solide, et je me sens beaucoup moins à risque maintenant que je l'étais il y a 7 ans quand j'ai démarré l'aventure. Ouais. C'est peut-être débile ce que je dis, non? Non, mais pas du tout. C'est génial, c'est hyper intéressant. Et puis, moi, je suis complètement alignée avec ça. C'est le fait que je pense que dans ta vie, dans les premiers chapitres de ta vie,
et je pense qu'on est nombreux comme ça à être sur les traces, à vouloir prouver des choses aux autres et en fait à ne prendre aucun plaisir dans le chemin, mais que dans l'atteinte d'un objectif. Et sauf qu'en fait, ça rend pas heureux en fait. Et on dit que le présent, c'est comment dire, c'est en vocabulaire, en grammaire, tu as le présent, mais le présent, ça veut dire aussi un cadeau. Et c'est savoir aussi apprécier en fait chaque étape du chemin, parce que finalement, si tu n'es heureux dans ta vie que de l'atteinte des objectifs, bah tu te rends compte qu'en fait, t'es pas très souvent heureux en fait, parce que finalement, dans la société dans laquelle on vit, même quand tu atteins ton objectif, je parle surtout au niveau professionnel, t'as toujours, alors pas toujours, je suis pas mignonne quand je dis ça, mais on va dire à 80%, tu as toujours ton boss qui va te dire « Ouais, c'est bien, mais… » Et que du coup, si toi, à la base, tu étais contente d'avoir atteint ton objectif, bah en fait, tu as toujours un petit mais qui fait que tu n'arrives pas à savourer ce moment. Donc, du coup, moi, je trouve ça génial ce que tu dis, parce que en effet, tu t'aides les autres, tu t'aides toi, et puis tu accomplis ta mission de vie, en fait, finalement. Ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai, tu vois, le sentiment d'être à ma place. Ouais. Et donc, du coup, comment ça s'est passé le jour où tu t'es dit, OK, je vais quitter Sanofi et je vais monter ma boîte? Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier? Non, en fait, après, une fois qu'il y a eu ce déclic de ces lumières, c'était les lumières, mais c'était aussi associé à des principes, à des ingrédients photoactifs. Je m'étais dit qu'il fallait associer effectivement les deux. Ouais. Après, ça a été un process un peu long de passage à l'acte, mais quelque part l'étincelle était donnée. Et là, il y a eu plein d'étapes et dans lesquelles mon entourage a été hyper important, et en premier lieu Stéphane, que tu connais, mon mari. Ouais, qu'on embrasse. Comment, oui, bien sûr. Dédicace. Exactement, ouais, il a été absolument clé dans cette histoire. Enfin, sans lui, ce serait absolument jamais arrivé pour plein de raisons. La première, c'est quoi ces raisons? Alors, la première, c'est qu'en fait, le premier passage à l'acte où j'ai quand même commencé à écrire un BP et puis commencé à me dire mais qu'est-ce que ça pourrait être comme type de business, c'était pendant des vacances d'été qu'on a passé au Club Med. C'était l'enfer, un Club Med un peu à l'ancienne où tout le monde était sur la plage en train de se faire griller de 9h du matin à 18h, et où je me suis retrouvée mais complètement à contretemps, comme tu peux imaginer, puisque moi, la plage, j'y allais de 7 à 9 essentiellement pour nager. Et puis après, de 9 à 18, en revanche, j'étais à l'ombre. Et de fait un peu ostracisée, parce que tout le monde se disait mais qu'est-ce qu'elle a, elle est malade, elle est bizarre et tout. Ouais, elle est relou, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est relou, elle est pas fun. Bon tu veux pas aller faire du bateau? Non, c'est-à-dire que moi le bateau à midi en fait pas possible. Et du coup j'ai commencé à écrire un business plan. Donc j'ai eu comme ça une semaine. J'ai taffé comme une maboule à écrire mon truc. C'était une espèce de vengeance, tu vois. À moitié en pleurant d'ailleurs, hein, tu vois, j'ai créé mon truc et tout. Et puis je l'ai quand même montré à Stéphane au bout d'un moment. Enfin, il se demandait tout ce que j'avais quand même. Hein. Et du coup, vous étiez partis avec des copains aussi? Ouais, on était 8 potes. Il se disait vraiment qu'est-ce qui lui arrive, sachant qu'en général, je suis plutôt sociable. Mais là, vraiment, je passais mon sale moment, quoi. Ouais. Et donc, je montre à Stéphane mon business plan. Et il me dit, mais c'est génial, mais il faut absolument que tu y ailles. Ça va marcher et tout. Faut que tu fasses quelque chose de ça. Et en fait, en réalité, s'il n'y a pas quelqu'un qui te pousse et qui croit en toi, ou plusieurs personnes, mais ça a été d'abord lui, et qui te dit mais si, mais jamais t'y vas en fait, et jamais j'y serais allée, bien sûr. Je me serais dit non, c'est n'importe quoi, ça n'a jamais marché, et puis c'est trop long, et puis en fait au début mon idée était en plus un peu différente, parce que je voulais faire une plateforme avec plusieurs produits, beaucoup de conseils pour les gens justement qui peuvent pas supporter la lumière, plusieurs produits, et notamment j'avais un axe habits, où je m'étais dit, je vais développer des habits qu'on puisse mettre, tu vois, même sur la plage, en étant élégant, mais qui soient parfaitement UV-proof et tout. Donc j'avais démarré par ça. Ouais. Et puis au fur et à mesure, j'ai affiné le business plan. Stéphane a aussi pas mal contribué. Il m'a dit, écoute, je vais t'aider, on va réfléchir. Et à cette époque-là, il bossait chez Seb. Tu sais, tout ce qui est appareil électroménager et tout. Ouais. Et il me dit, mais en fait, tu sais, miniaturiser cette lumière, la ramener dans un appareil, c'est peut-être pas si compliqué. Et puis on pourrait aussi avoir un système de
pourquoi pas de recharge. Ouais, la capsule Nespresso, quoi. Chez Coop, de recharge, où tu mets tes petits ingrédients et tout. Et en fait, il a été absolument clé, Stéphane, dans le développement du concept produit. Donc déjà, il m'a donné énormément de courage et puis de légitimité, et que oui, ça se faisait de tenter un projet comme ça, tu vois. Et puis deux, il m'a aussi beaucoup aidé au début, où on a travaillé en fait tous les deux. Ouais. On a travaillé tous les deux. Et puis, t'avais peur de quoi, toi, à l'époque? Moi, j'ai une énorme peur de l'échec. Tu sais, on se refait pas du tout. Hein. Tu as appris qu'il fallait réussir, donc c'est quand même dur de lâcher ce truc-là. J'avais peur de l'échec, et puis je pense que et puis j'avais peur de sortir de la norme, de choses qui sont sécurisées aussi, parce que après, tu vois, ta carrière est un peu tracée, il peut pas se passer grand-chose en fait. Alors que là, tu remets tout à plat. D'abord, ta capacité à savoir faire un nouveau métier qui est un métier d'entrepreneur. Quand tu as toujours bossé dans des grosses boîtes, Nobiol, c'était une petite PME, mais quand même. Est-ce que tu sauras faire? C'est pas les mêmes compétences. Et puis, est-ce que cette idée va marcher? Tu vois, c'était quand même compliqué. Donc, mais bon. Le statut social, c'était un truc qui avait un impact pour toi? Ah non, ça, moi, je m'en fous complètement. Non. Ouais. Ça, c'est pas du tout, non. Moi, ça me gêne pas du tout, de même que le côté financier me gêne pas du tout non plus. En fait, ça a jamais été une question, l'argent. Ouais. J'en ai eu assez peu jeune, mais je sais pas, j'ai l'impression que je me suis toujours démerdée, et finalement, ça a jamais été un sujet. Ouais. J'ai l'impression d'en avoir jamais manqué, en fait. Et du coup, je me dis, j'en manquerai sûrement jamais. Et ça ira. Ouais. Et donc ça m'a pas du tout dérangée, puisqu'effectivement, au début, j'étais pas payée. Et puis en plus, comme Sanofi voulait pas que je parte, j'ai dû démissionner, donc j'avais pas de chômage. Ah ouais. Ça, c'était pas cool. Et t'as même pas pu récupérer derrière, parce que parfois, alors je sais qu'à l'époque, ça se faisait, je sais pas si ça se fait toujours, mais tu pouvais démissionner parce que ton employeur ne voulait pas, et ne voulait pas en gros de rupture co ou de licenciement, et tu pouvais présenter un dossier qui permettait du coup de demander à avoir le chômage auprès de Pôle emploi, en expliquant que tu avais un projet qui était bien défini et compagnie. Ah, tu vois, je suis tellement pas administrative que tu savais pas. Que je savais pas. Ça marchait pas à tous les coups, hein, mais je sais que ça marchait. Ouais. Et j'ai pas cherché. Cela dit, en même temps, c'est vrai que Sanofi, ils avaient pas très envie que je parte, donc ils m'ont laissé démissionner. Mais auparavant, ils ont été quand même très sympas, puisque j'avais annoncé que j'avais ce projet-là. Et du coup, j'ai pu prendre un temps partiel sans lâcher mon job, pendant lequel j'ai démarré notamment tous les essais, tous les premiers essais qu'on appelle in vitro là sur les cellules, sur les tapis cellulaires, pour faire la preuve du concept scientifique. Donc je l'ai fait pendant 1 an en parallèle de Sanofi. Alors je l'ai évidemment, moi je suis incapable de mentir, donc j'ai évidemment tout bien expliqué ce que j'étais en train de faire. Et je leur ai dit soit je pars maintenant parce que j'ai vraiment envie de faire ça, soit ça va pas me prendre tout mon temps, donc je peux rester à 3/5 si vous voulez, en étant tout le temps super engagée dans ce que je vais faire pour vous. Il faut que vous soyez à l'aise avec le concept. Et ils m'ont dit écoute, oui. Et eux en fait pensaient que ça allait pas marcher mon truc et que j'allais revenir à plein temps. Donc c'est à la fin qu'ils ont été un peu vexés, mais sinon du coup ils m'ont quand même permis de faire ça, ce qui était quand même vachement bien. Et ça, s'il y en a qui sont effectivement dans ce cas-là et qui nous écoutent, je pense que ça dépend évidemment des employeurs, hein. Sanofi, c'est une énorme boîte, un de plus, un de moins, ça fait pas forcément la différence, mais quand même, il y a des choses à faire maintenant, qu'il y a une vraie flexibilité au travail, que moi aussi, hein, dans ma boîte là, j'ai une personne qui fait aussi autre chose en parallèle, parce que elle est très investie dans tout ce qui est éducation, soutien et autres, et elle y consacre une journée, quoi. Ça se fait de plus en plus et ça se demande. Ouais. Carrément. Donc voilà. Et puis en plus, parfois, il y a même des aides internes pour les porteurs de projets comme ça, qui sont en transition. Donc voilà. Donc faut effectivement. T'as raison de le dire. Ouais. Parce que tu vois, là, je vois, il y a de plus en plus de personnes que j'interviewe. Là, je pense notamment à une personne que j'ai interviewée la semaine dernière. Bon, l'épisode sera diffusé le 31 décembre. Et lui, clairement, il dit en fait que, il était à la BNP, il me semble, et il voulait être photographe.
Et en fait, il a commencé à vouloir exposer en dehors de son temps libre. Ensuite, il a commencé comme ça a commencé à bien marcher suite à une expo, eh bien, il a demandé un 4/5e. Et tu vois, il y a pas mal de personnes d'ailleurs que j'ai. Enfin, je pense aussi, tu vois, à Clémentine Gallet qui a lancé Bliss, qui est à la base un podcast et maintenant qui est beaucoup plus qu'un podcast. Et elle était chez TF1 et elle a commencé ça pareil. Le projet, c'était le soir. Et puis, quand elle a commencé à recevoir plus de mails de Bliss que pour TF1, elle s'est dit bon, voilà, je vais prendre un 4/5e. Et ouais, on n'est pas tous obligés, en effet, de tout claquer. Ça peut se faire étape par étape. Ouais, c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil parce que c'est beaucoup plus sécurisant. Ça évite de se jeter dans la piscine d'un coup parce que, surtout au début, alors après, ça dépend, mais moi, je sais qu'au début, c'était pas 100% du temps parce que c'était le temps quand même de des recherches. Cette preuve scientifique. Et puis, ça laisse un pied dans la sécurité pour se dire, et puis si ça marche pas, je reviens à plein temps. Donc, c'était finalement des conditions assez optimales de démarrage. Ouais. Et comment tu as géré, parce que là, si tu as des projets entrepreneuriaux où tu peux faire tout toute seule, entre guillemets, là, tu as dû avoir affaire à des médecins, à des chercheurs. Comment tu as fait du coup pour financer ça et puis pour trouver les bonnes personnes? Oui. C'est surtout trouver les bons, tu m'étonnes. Et alors, comment ça s'est passé? Bon, là, j'ai à nouveau eu quand même un petit coup de bol sur ce coup-là. En fait, c'est toujours les premières rencontres qui sont clés. Après, ça fonctionne un peu par capillarité. Mais donc, la première rencontre qui a été c'est le professeur Grimaud que j'ai rencontré par le gros incubateur de la ville de Paris qui s'appelle Paris Santé Cochin. Qui a à la fois un incubateur et une pépinière d'entreprise au sein de l'hôpital Cochin, qui est la référence santé en fait à Paris, et que j'ai eu la chance de pouvoir les aborder. Et par leur biais, j'ai rencontré ce professeur qui était à Cochin, qui était un ex-directeur il avait plusieurs grosses unités au CNRS, il a été directeur de l'Institut Pasteur de Lyon, il a fondé Suite Shanghai. Il est médecin, il est pathologiste, c'est un professeur de biologie cellulaire et il doit avoir, je sais pas, de 250 publications à son actif. Il a participé à plein de recherches assez fondamentales sur différents organes notamment, et bon, alors bien sûr la peau, mais pas que. Et il venait de mettre en place un nouveau labo expérimental à Cochin. Ok. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. J'ai eu aussi la chance que ça l'intéresse parce qu'à l'époque il était un peu débordé de projets. Au bout de 4 semaines, il me dit écoutez, envoyez-moi toutes les études cliniques que vous avez regardées, je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis 4 semaines après, il me dit écoutez, je pense que c'est très intéressant. Les études cliniques sont prometteuses, il y en a pas encore beaucoup, donc il va falloir faire une recherche un peu fondamentale où on va prendre 11 longueurs d'onde, certaines d'intérêt déjà qualifiées, puis d'autres des nouvelles sur lesquelles on peut avoir des intuitions intéressantes. Et puis on va toutes les tester en parallèle pour voir l'effet réel sur les cellules, alors les kératinocytes qui sont les cellules de l'épiderme, mais aussi les fibroblastes qui sont les cellules du derme. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis on verra s'il y a quelque chose. Et puis 2, ça nous permettra d'optimiser les longueurs d'onde, comment on les combine, quelle puissance il faut mettre, pendant combien de temps d'exposition. Parce que sans ça, on ne sait pas ce qu'on fait. Et moi, je crois que ce que je vois. Que j'ai dit ok, super. J'ai rassemblé mes petites économies pour payer cette première grosse étude quand même, qui a duré 2 ans. Et effectivement, le fait d'être en parallèle encore à 3/5e chez Sanofi, c'était génial parce que ça m'a aidé à financer l'étude. Et puis ça m'a quand même sécurisé. Et je me suis dit c'est pas très grave si ça prend du temps. Parce que je pense qu'il faut passer par là, il a raison, le professeur. Il faut savoir ce qu'on fait et c'est du temps masqué puisque voilà. Et si ça marche pas, ce qui était aussi bien, c'est que je m'étais dit si jamais ça fonctionne pas, si jamais on voit rien comme réaction cellulaire ou en tout cas pas quelque chose de suffisamment intéressant pour être extrêmement prometteur, je m'arrête, c'est pas grave. J'aurais perdu, je crois que c'était 70 000 euros. Bon, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est à la fois pas beaucoup pour une recherche pendant 2 ans, mais c'était beaucoup pour moi et je m'étais dit au pire il se passe rien quoi, et puis je continue chez Sanofi. Donc c'est vrai que c'était ça c'était de bonnes conditions.
Et pour toi, qui est une personne, comme tu disais, qui aime quand ça va vite, ça a été j'imagine que ça a dû être un bel exercice de patience. Ouais, ouais, absolument. Ouais, t'as tout à fait raison. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai pas le souvenir d'une grande impatience. C'est quand même dingue. Alors que dans n'importe quel autre job, au bout d'1 an et demi, j'étais en train de fumer, là, de m'agiter sur mon fauteuil. Et effectivement, mais parce que c'était ce qu'on se disait tout à l'heure, je pense que ça faisait partie de mon chemin. Ouais. Et puis, je sais pas, comme j'étais au cœur de mon sujet, que je voyais ces petites cellules de peau réagir en plus hyper positivement en étant illuminées. C'est ça aussi qui est sympa. C'est-à-dire que au début, on a vu qu'il y avait des trucs qui marchaient pas du tout. Hein. Franchement, quand on avait mis 3 minutes, c'était beaucoup trop long. Il se passait rien du tout. Le professeur qui me dit, écoutez, moi, je dis toujours la vérité. Donc là, je peux vous dire, il se passe rien. Il me dit, mais j'ai quand même l'intuition qu'il faudrait baisser le temps d'illumination. Bon, bref. Et là, pouf, ça a commencé à marcher. Ouais. Et en fait, quand ça commence à marcher et que tu vois que ça marche de mieux en mieux et que tu vois les cellules faire leur job de réparation 2 fois plus vite que la normale, tu te dis waouh, mais en fait on pourrait créer ça. Et en fait ça entretient complètement ton excitation et ton désir de continuer. Tu vois, cette espèce de... Il y a eu des moments où tu as failli lâcher? Écoute, en fait je crois que non. C'est dingue hein, parce que non. Alors j'ai pas failli lâcher parce que pour le coup je pense que une autre facette de mon caractère de savoyarde, c'est d'être quand même sacrément tenace et de monter la montagne jusqu'à être au sommet. En revanche, effectivement, c'est comme quand c'est un bon parallèle. C'est comme quand tu montes la montagne, tu vois, t'as des successions de cols. Et à chaque fois que tu arrives à un col, tu crois que t'es arrivé. Mais en fait, non, c'est pas le sommet. Et en fait, j'ai eu un peu cette sensation-là. C'est là, ouais, là, c'est bon. Ah non, la vache, tu vois tout à coup le sommet qui est encore beaucoup plus loin et qui t'amène jusqu'au col d'après, mais tu vois pas non plus qu'il y en a encore 2 successifs derrière. Et donc bref, mais t'as quand même cette ténacité pour aller au sommet, donc j'ai jamais failli lâcher parce que je savais que j'allais aller au bout. En revanche, est-ce que certaines fois j'ai été découragée et que j'ai eu besoin, tu vois, de me poser une journée et de me dire wow, qu'est-ce que c'est dur, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et comment financièrement du coup tu as fait là, parce que ça fait du coup 7 ans et donc le produit et va être là il y a en précommande et comment tu as fait du coup pour pouvoir même si ton mari lui gagnait des sous pour pouvoir commencer à gagner des sous un petit peu? Alors bonne question aussi. Écoute, en fait assez vite j'ai eu recours à du financement externe. Après, en fait, ce que j'ai payé moi, c'est vraiment toute la première phase de la recherche, voilà. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire une première levée de fonds. Tu vois, en 2013 la première, donc vraiment quasiment au début. Alors vraiment pas grand-chose au début, mais on avait juste le concept et on avait les premiers résultats sur les cellules. D'accord. Qui était très prometteur. Donc, tu vois, avec ça, et après, on avait un espèce de petit dessin fait à la main, pas terrible, qui montrait le système. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur une personne formidable, qui est une femme d'une petite 60aine d'années. Non, à l'époque, elle était beaucoup plus jeune. Elle devait avoir une 50aine d'années. Qui fait partie des grandes familles de la pharma. Et qui a investi à titre tout à fait personnel, mais qui connaissait le temps long de la recherche biologique en fait, et qui m'a dit ça va être long, mais on est là, donc on sera là à toutes les étapes. Et en fait, année après année, je revenais vers elle, et puis après avec elle, on a eu aussi des friends and family, bien sûr. Hein, au début, t'as tous tes copains qui sont toujours ok pour mettre un petit peu d'argent. C'est d'ailleurs eux qui te stressent le plus en fait, parce que waouh, avoir l'impression de devoir de l'argent à tes copains, c'est extrêmement désagréable. C'est pas eux qui te stressent, mais tu te stresses pour eux, quoi. Ah, tu te stresses pour eux. Et donc, mais bon, j'y reviendrai après. Et donc voilà, donc grâce à cette femme, chaque année, on retournait la voir, on disait voilà, ça y est, on a accompli d'autres étapes. Scientifiquement, on a démontré maintenant ça et ça sur de la peau reconstruite. Et puis, on commence à avoir une idée de design, une idée de conception technique. Bon, bref. Et donc, au fur et à mesure, année après année, elle réinvestissait, elle, et puis mes autres actionnaires, mais qui n'étaient que des personnes physiques, en fait. J'ai jamais eu de fonds.
Ouais. J'ai eu que des personnes physiques et que des personnes qui avaient le sentiment d'investir dans la recherche, de subventionner la recherche, et puis de faire quelque chose qui avait du sens. En fait, c'est ça ça je pense, qui les animait, a convaincu, plus qu'un retour sur investissement, en tout cas pas court terme. Ouais. Et tant mieux pour moi, ils en étaient relativement conscients. Donc tant mieux pour moi. Et alors après, moi j'ai été aussi hyper vigilante. Un sou est un sou. Je comptais tous mes euros, tu vois. Donc avec une attention à cet argent qui en plus n'était pas le mien, bien supérieure que si ça avait été le mien, tu vois. Ouais. Mais voilà. Donc ça, j'ai eu cette chance-là d'avoir des gens sur le long terme. Ouais, qui te mettent pas du coup de pression sur. Exactement. Il est quand le ROI? Ils m'ont même jamais demandé ça, tu vois. Ouais. Et toi, t'imaginais que ça allait être aussi long? Non, je pensais que ce serait plus rapide. Non. T'avais quoi comme timing en tête? Moi, je pensais qu'on allait pouvoir sortir quelque chose en 3 ans. Ouais. 3 ans, max 4. En fait, c'est très long parce que c'est une somme de complexité. En fait, c'est un projet d'une complexité. Alors, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, en fait, donc du coup, vous avez bien compris qu'il y avait de la lumière. Donc, c'est un petit appareil qui fonctionne à base de lumière, dans lequel on vient clipper des petites dosettes de sérum. Cette dosette de sérum est terminée par une bille d'application. Et c'est par la bille qu'est diffusée la lumière, qu'est diffusé le sérum contenu dans la dosette en dessous. Et puis, on se sert aussi de cette bille comme d'un applicateur de massage. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a une triple stimulation cellulaire. Et en fait, là où ce qui est pas simple, c'est qu'on a cumulé plusieurs complexités. Une vraie complexité scientifique, puisqu'on est allé démontrer de zéro ce que faisaient ces lumières, il a fallu les paramétrer, l'illumination, tout ce qu'on s'est dit. Et puis, on a voulu vraiment voir ce que ça donnait sur les cellules, ce que ça donnait sur des explants de peau. On a fait vraiment toutes les étapes comme si on développait un médicament quasiment, en fait. En médical, tu fais des premières étapes sur les cellules, puis après c'est de la peau reconstruite, et puis ensuite tu vas en clinique sur des vrais patients où on a fait des études sur plus de 200 patients pour être absolument sûr de ce qu'on faisait. Donc ça, effectivement, c'est une première complexité, c'est du temps parce que tu es obligé de respecter les étapes, et puis c'est aussi un peu d'argent. Et donc il fallait attendre la levée d'après pour avoir de l'argent pour le faire. La complexité technique est aussi pas neutre du tout. Parce qu'il faut quand même développer, c'est tout un système. Dedans, il y a de l'optique assez complexe parce que il y a des guides lumière un peu pointus parce qu'il faut absolument pas qu'on perde de puissance lumineuse jusqu'à la bille. Il y a de la mécanique, il y a de l'électronique, il y a du logiciel. Enfin voilà, il y a plein de compétences qu'il a fallu mettre ensemble. Et puis des gens qui avaient jamais travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'il fallait en même temps mettre des gens de la cosméto et puis des gens de l'optique, de la mécanique. Le design aussi. Et du design. Parce qu'il est magnifique. Moi, quand je le vois, je vois mon sèche-cheveux Dyson, quoi. Écoute, il faut remercier Mathieu Le Hanner. C'est lui qui a eu cet éclair de génie sur le design. Mathieu, c'est un grand designer qui commence à être connu. Et qui est passionné aussi par tout ce qui est autour de la santé et du bien-être, qui a déjà fait des développements. C'est lui qui a inventé un des premiers purificateurs d'air il y a au moins 15 ans. D'accord. Et puis plein d'objets comme ça destinés à la santé. Et qui effectivement s'est hyper impliqué dans notre projet et je l'en remercie mais chaleureusement. Il a fait un travail formidable. Et puis tous les autres, en fait, c'est vrai qu'autour de nous, on avait une équipe de scientifiques d'une bonne dizaine de personnes, entre ceux qui bossaient sur la science et les cellules, ceux qui bossaient sur la partie technique. Et puis il y a tout un aspect aussi, le troisième aspect, donc le deuxième aspect, c'est l'aspect technique. Un scientifique, 2 techniques / design, et puis 3 brevets et réglementaires, en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de marcher sur les pieds de personne. Au-delà de prendre toi des brevets pour te protéger, il faut déjà surtout regarder que personne n'a inventé le même truc que toi et va venir te dire que c'est son invention, tu vois, une fois que tu l'as lancé. Donc, en fait, ça, c'est un énorme volet aussi que moi, je connaissais pas bien. La propriété industrielle et intellectuelle. Et puis tous les aspects réglementaires où il y a plein de normes, il faut faire on a passé plein de normes avec des labos certifiés. Et il faut faire ça très très bien. Et puis le dernier métier, c'est aussi, je n'ai pas parlé, mais le développement du sérum, c'est-à-dire qu'on avait aussi besoin d'avoir des experts
dans le développement du sérum, et c'est un autre métier encore que celui de la technique. Donc finalement, on a ce qui était complètement génial, c'est que on a mis ensemble des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est comme ça en fait que tu crées réellement des innovations de rupture, parce que évidemment c'est de la cross fertilisation, et puis à un moment pouf, il sort une idée et tu te dis waouh, s'il n'y avait pas eu tous ces gens là autour qui ont chacun leur expertise spécifique, on n'en serait jamais arrivé là. Et en même temps, c'est hyper complexe, parce que tu te retrouves aussi face à des problématiques que jamais personne d'autre a eu avant toi. C'est-à-dire qu'on était quand même les premiers à vouloir faire une petite dosette qui soit en réalité un guide lumière, donc avec un matériau optique technique, mais qui puisse aussi servir de réservoir à un sérum. Et ça nous a pris un peu plus d'1 an. On a testé 20 matières dans tous les sens. Et tu vois, il y en avait 2 qui étaient OK, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais complètement sous-estimé la complexité terrible. Et les sérums, il y a plusieurs. Tu permets de traiter plusieurs types de choses, de l'antiride, des. Ouais, absolument. On en a déjà développé 4 programmes, puisqu'à chaque fois on vient évidemment. Chaque formule est unique avec des principes actifs spécifiques, mais aussi chaque programme lumineux correspondant à cette formule est unique. C'est-à-dire que quand tu rentres ta dosette dans l'appareil, l'appareil reconnaît automatiquement la dosette et programme automatiquement la bonne combinaison. D'accord. Et donc les programmes on en a 4. On en a un premier qui est autour de la réparation et effectivement du rajeunissement. On en a un deuxième qui est autour de la peau grasse à tendance acnéique et l'acné. Un troisième qui est autour des peaux hyper réactives et inflammatoires. Et le 4e qui est pour les peaux ternes, sans éclat, avec des taches, en fait. D'accord. Et donc il y en a un qui s'appelle Repair. Donc le premier s'appelle Repair, le deuxième Purity, le troisième Redness, le poids rougeur, et puis le 4e Brightening. Et ça, c'est un traitement du coup, parce que moi, je suis allée sur votre site et je me dis la question. Là, on sort un peu du pourquoi pas moi, mais je pose les questions que les gens se poseront peut-être en allant sur le site. C'est un truc que tu fais du coup tous les jours? Oui, tu le fais tous les jours. Alors, c'est par exemple le programme Repair. Tu le fais tous les jours parce que dans ce programme, il y a des coupes lumière actifs qui sont là pour réparer la peau au quotidien, c'est-à-dire qu'au quotidien, parce que les UV, parce que la pollution, parce que tous les produits chimiques, parce que le manque de sommeil, la mauvaise nutrition et surtout tout ce que tu te génères comme stress à toi tout seul. Pour toutes ces raisons-là, en fait, il y a à la fois des cascades inflammatoires qui sont déclenchées chaque jour et il faut les stopper avant qu'elles commencent à altérer les cellules. Parce que il y a aussi alors les UV, des dégâts qui sont liés aux UV, qui sont carrément au niveau de l'ADN et qu'il faut aussi réparer chaque jour, et ça peut se faire très très bien. Le corps le fait lui-même, mais certaines associations de lumière actifs le font aussi très bien, en tout cas aide le corps à le faire. Et puis par ailleurs, on parlait aussi de ces relances de synthèse de protéines et notamment de collagène. C'est aussi au quotidien que ça se passe. Ça sert à rien de mettre un gros coup de boost. Là, il faut respecter le temps biologique, et c'est par ces petits flashs réguliers au quotidien qu'on va réussir à assurer la qualité et la régularité de ces synthèses. Et c'est comme ça en fait que ça fonctionne bien. En tout cas, c'est le principe. Donc effectivement, c'est tous les jours. Alors ensuite, de la même façon, tous les jours, tu vas appliquer ton sérum ou ta crème anti-âge. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est effectivement alterner en fonction des saisons ou des fluctuations personnelles. On peut, faire du Repair, et puis à un moment où pendant l'hiver il y a des rougeurs, passer sur le produit rougeur pendant 1 à 3 mois et puis revenir sur Repair. On peut. Et ce qui doit être étrange, j'imagine, c'est que tu es passé d'un temps vraiment long à maintenant le lancement où tu es sur du temps, il faut être hyper réactif, répondre aux interviews, trouver des endroits pour commercialiser. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. En fait, c'est moi et c'est toute l'équipe. On a dû changer effectivement de rythme et on a dû changer de valeur de temps. C'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, j'ai dû faire plein de réunions d'équipe en disant, donc j'avais mon petit compte à rebours. Donc là, on était à J-100.
Ouais. On disait, waouh, on est à -100. Je dis, ouais, là, on est à J-100, quoi. Et si tu veux, on a dû collectivement se mobiliser en se disant, en fait, ouais, non, mais c'est maintenant. C'est-à-dire que maintenant, Ouais. ça va vraiment, chaque minute compte. Et, mais ça s'est fait. Donc, ça a pris un peu de temps. Tu vois, j'ai bien fait de commencer à J-100. Sinon, Ouais. effectivement, on n'aurait jamais été au bon rythme. Bon, tout n'est pas fini, hein, Charlotte. Je vais pas te dire l'inverse. On est à la bourre sur plein de choses. Mais écoute, l'essentiel est là. Et en tout cas, ce qui est génial, c'est cette énergie de groupe. Tu vois, quand tu me disais, est-ce que tu as jamais voulu lâcher? J'ai dit, bah non. Mais en fait, c'est grâce aux personnes autour de moi. Parce qu'en fait, quand bien même il y a un moment où je me serais un peu démoralisée, je pense qu'il y avait toujours quelqu'un d'autre pour dire, non, mais attends, tu rigoles, c'est top ce truc. Allez, mais qu'est-ce que tu fous? On y va. Et donc, il y a toujours quelqu'un autour de toi pour reprendre le flambeau le moment où éventuellement tu faiblis un peu. Et là, du coup, c'est formidable parce que c'est cette énergie d'équipe qui, en tout cas, moi, me porte et qui, je pense, nous porte tous. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite? Ah, ouais, c'est une bonne question. Bon, la réussite, c'est forcément déjà être satisfait de ce qu'on a fait soi-même. Alors moi, je pense que je suis mon juge le plus dur et que je trouve très vite que c'est pas assez bien. Ou que ça pourrait être mieux. Là, je le pense d'ailleurs, là, présentement, tu vois, sur plein d'éléments. Et donc ça, c'est la première chose, c'est avoir ce sentiment de satisfaction, en tout cas, que tu t'acceptes de dire que c'est good enough pour te dire, ah, allez, ça va, tu vois. Donc ça ressemble à la réussite. Et ensuite, pour moi, ce serait, parce que c'est ce que je m'étais donné comme mission, d'avoir des retours de femmes qui me disent que elles voient leur texture, leur qualité de peau s'améliorer, que elles voient qu'elles ont un teint plus lumineux, la peau plus repulpée, qui a l'air plus fraîche, qui a l'air en meilleure santé. Enfin, voilà, moi, et qu'elles ont vu quelque chose changer et que ça leur fait du bien. Et qu'elles ont le sentiment, pendant 3 minutes, ce rituel de 3 minutes, ce temps pris pour elles, de réellement se faire du bien. Alors, à leur peau avant tout, mais au-delà de ça, quoi. C'est que ce soit ce moment un peu lumineux dans ces journées en post-confinement ou bientôt post-couvre-feu, ce petit moment un peu lumineux pour soi et pour sa peau. Donc, je crois que ça ressemblerait à ça, ouais, la réussite. Quand tu disais que tu pourrais faire mieux, pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai toujours cette espèce de sentiment. Alors au moment de lancer, j'ai ce sentiment d'imposteur, tu vois, de dire oh mais attends, en fait ce que tu fais c'est pas si terrible quoi, c'est pas si bien. Ah, c'est vrai, vous avez bossé juste 700 sur le truc. Franchement, c'est un peu léger. Hein. C'est pas si bien et tu vois. Et donc de temps en temps, je relis mes études cliniques pour me dire si attends, on a quand même bien démontré ça, tu vois. Ça me calme parce que je me réveille la nuit de temps en temps en me disant oh, et si c'était pas aussi bien que ce que j'imagine, tu vois. Donc et puis je trouve toujours que là par exemple ceux qui vont alors on le dit et puis ceux qui vont l'essayer vont le voir, la diffusion du sérum n'est pas exactement parfaite comme je le souhaiterais, c'est-à-dire que tu vois ça doit diffuser 0,3 millilitres pour chacune des séances. Et de temps en temps, on est un peu en dessous, de temps en temps, on est pile poil dedans, puis de temps en temps, un peu en dessus, un peu en dessous, et on ne sait pas vraiment pourquoi, en fait. Il y a probablement des phénomènes aussi de capillarité. Et moi, ça m'en folle, en fait. Et j'ai failli ne pas lancer parce que c'était pas exactement, tu vois, la bonne diffusion. Et bien sûr que c'est pas très gênant. Et en fait, ce n'est absolument pas gênant. C'est-à-dire que de toute façon, toutes nos études cliniques, on les a faites comme ça. Donc ça marche même si c'est mathématique. Ouais. Ça marche dans tous les cas, même si c'est pas la micro. Exactement. Mais voilà, j'aime bien que les choses soient parfaites, tu vois, un peu à l'extérieur comme à l'intérieur. Pareil, tu vois, il y a un truc sur le pack que j'aimerais dire un peu différemment. Bon bref, tu vois. Et à chaque fois, je vois la chose je crois que je suis un peu obsessionnelle. Je vois la chose qui va pas encore tout à fait bien. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est fou parce que quand là tu vas, on se connaît maintenant depuis quelques années et on en parle, on parlait de ton projet et là je suis allée voir ton site web et je trouve vraiment en toute objectivité, c'est que on peut pas imaginer que, alors t'es pas seule parce que t'es entourée de plein de personnes, mais on a vraiment l'impression d'être sur le site de Dyson ou de je sais pas qui. Ça fait vraiment
pas genre une start-up qui s'est montée. En fait, ça fait vraiment genre t'as un énorme groupe derrière, tout est fait, c'est beau, c'est carré, moi je suis vraiment impressionnée quoi. Oh, merci Charlotte, merci. Je t'en prie. Mais ce qui est vrai, c'est que le plaisir que j'ai eu aussi pendant ces 7 années, c'est de travailler avec des gens honnêtement excellents. Donc c'est peut-être ça aussi que tu ressens. Tu vois, typiquement sur la partie scientifique et notamment sur les sérums, j'ai eu la chance d'être rejointe par Liv. Liv, elle a passé 27 ans chez Estée Lauder et elle était à la fin directrice de l'Europe et de l'Asie pour tout ce qui est ce qu'ils appellent basic science, tout ce qui est recherche fondamentale. Donc elle était à la pointe de tout ce qui se fait et tout ce qui se sait en termes d'ingrédients, en connexion avec les plus grands fournisseurs d'ingrédients de la planète. Donc ça nous a quand même beaucoup aidé. Ouais. Et puis elle s'est occupée de la formulation avec une formulatrice qui est une mage, qui formule d'ailleurs pour Chanel et d'autres. Et si tu veux, c'était aussi un immense plaisir de faire des choses, mais de tellement belle qualité, donc grâce à elle sur le sérum. Sur la partie scientifique, donc il y a Jean-Lexis, le professeur Grimaud dont je te parlais, qui est un scientifique de haut niveau. Ouais. Et puis depuis le tout début, depuis 2013, on bosse avec des dermatologues qui sont notamment les dermatologues très impliqués dans ces lumières de basse intensité. Et on a toujours partagé ce que nous on voyait sur les cellules. Parce qu'eux sont très intéressés par la compréhension des mécanismes cellulaires. Et nous, en revanche, on était très intéressés par tout ce qu'ils faisaient, ce que j'appelle en clinique, sur leurs patients. Et on allait regarder les réglages de leurs lampes, on allait regarder ce que nous, on trouvait, comment optimiser les choses. Et tu vois, ces dermatologues-là, c'est la petite poignée de dermatologues qui font avancer la dermatologie en France, parce que ils sont impliqués dans des études, c'est eux qui en général sont les présidents des associations, qui animent les grands congrès, et voilà, et on y a eu accès aussi à ces gens-là. Ouais. Et sur le volet technique ou industriel, c'est pareil, on a bossé en fait avec les plus grands industriels. Alors, ça dit rien à personne parce que c'est technique, mais typiquement sur la dosette, on a bossé avec Aptar, qui est le leader mondial, le fournisseur de tous les grands de la cosméto, L'Oréal, Clarins, LVMH et tout le monde, qui ont été passionnés par cette innovation, qui ont consacré une année quasiment de développement et de mise au point avec nous. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est eux qui produisent pour nous, mais ils se sont engagés à nos côtés et avec toute la qualité de leur savoir-faire, parce que effectivement, enfin tout leur savoir-faire et toutes leurs compétences. Et honnêtement, si on n'avait pas eu ces gens-là, mais d'excellents niveaux, tous issus de grands groupes, on n'y serait jamais arrivé, parce que c'était effectivement vraiment compliqué. Et c'est une chance en fait d'avoir réussi à avoir tous ces gens extrêmement compétents puis extrêmement experts en réalité. Ouais, puis t'es même allé chercher quelqu'un spécialisé dans l'art du massage pour faire en sorte que... Oui, Chantal, c'est pareil, parce qu'ensuite on s'est dit on a une petite bille de massage. Donc au début on a fait nos études cliniques de façon très simple, parce que j'avais dit de toute façon je veux que si jamais les femmes font pas exactement le massage comme on le demande, je veux que ce soit un massage mais super simple pour que ce soit pas tellement un des acteurs de l'efficacité, tu vois. Donc on avait démarré comme ça, puis après je me suis dit waouh, on pourrait quand même aller chercher du plus avec une vraie gestuelle un peu pointue. Et là, idem, j'ai rencontré Chantal. En fait, je voulais juste laisser un message pour prendre rendez-vous. Et on a discuté pendant 1h30 parce que Chantal, elle est facialiste, mais c'est une des rares qui a fait une étude clinique pour mesurer les effets, tu vois, de son massage. Elle est hyper experte sur l'anatomie du visage et sur tout ce qui se passe en termes musculaires, en termes de peau. Donc, je me suis dit waouh, c'est exactement elle qu'il faut. Et puis au-delà de ça, elle a un toucher mais surnaturel, quoi. Il y a aussi ces gens qui ont ce don-là, tu vois, qui avec leurs doigts sentent tout ce qui se passe. Et du coup, on a passé des heures, mais qui étaient des heures passionnantes, à concevoir effectivement une gestuelle qui puisse encore aller plus loin. Où on est un peu à la limite, tu vois, on est entre le yoga du visage et son Holy Fitness qu'elle fait elle chez elle. Et effectivement, là aussi, c'est un vrai plaisir de te dire que tu fais ce qu'il y a de mieux et tu travailles avec les gens qui savent, en fait. Moi, je valorise énormément la compétence, je me rends compte. Qu'est-ce que tu penses que la petite Géraldine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Je pense que ça la ferait rire, en fait. Tu vois, c'est marrant. Je sais pas pourquoi.
ça la ferait rire de se dire, ah, bah, dis donc, t'as fait tout ça. Tu vois. Et puis, je sais pas pourquoi ça la ferait rire. Ben non, mais ça, je pense qu'elle serait vachement contente. Et que c'est une forme aussi de liberté. Elle me dit, bah tiens, enfin, t'as osé. T'as osé, t'as passé le pas, t'as vraiment fait ce que t'avais envie de faire et t'as été libre de le faire et d'aller jusqu'au bout. Elle se dirait, tiens, c'est cool. Elle me ferait un petit check, tu vois. Qui dit choix, dit renoncement. C'est quoi, du coup, à toi, tes renoncements? Ouais, si. Alors oui, bah, le renoncement, en fait, c'est que le temps n'est pas extensible. En fait, ce qui manque, c'est du temps. Parce que cette histoire-là, ça prend énormément de temps et énormément de bande passante. Et c'est du temps et de la bande passante que tu n'as pas pour les gens que tu aimes autour de toi. Et donc, je pense que j'ai quand même renoncé d'une certaine façon à passer plus de temps, et ça m'a manqué, avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes amis. Et quand même que même toutes les temps de vacances où tu es censé ne rien faire, tu as toujours 30% de bande passante qui est prise par le projet. Enfin, c'est plus fort que toi, en fait. Le cerveau ne débranche jamais. Et continue à créer, à imaginer des trucs, à résoudre des problèmes, à penser à d'autres choses. Et ouais, et c'est un renoncement à avoir passé plus de temps avec les gens que j'aime. Et puis aussi à faire des choses que j'aime, parce que j'en ai fait un peu moins quand même. C'est quoi les choses que tu aimes? Moi, j'adore lire, par exemple. Ouais. J'adore lire et j'ai plus beaucoup de temps pour lire. Mais bon. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eu à gérer, selon toi, et comment tu les as gérées? Les plus grandes difficultés que j'ai eu à gérer, je pense qu'en fait, elles étaient techniques. Il y en a eu plein, parce que tout est une difficulté, le brevet, le financement, tout est une difficulté quelque part. Vous avez fait combien de levées de fonds d'ailleurs? En fait, on en a fait une en 2013, 14, 15. On a dû en faire 4. D'accord. 4 ou 5, peut-être 5. Successives, en fait, parce que le but, c'était de lever juste ce dont on avait besoin pour aller jusqu'au prochain milestone, comme on dit en anglais, pour aller jusqu'à la prochaine réalisation qui permette de valoriser un peu plus la société. Et puis, au fur et à mesure, tu vois, on levait un peu plus d'argent sur une société qui avait une valeur un peu plus grande. Donc, à chaque fois avec un pourcentage finalement constant, puisque plus d'argent, mais sur une société qui vaut plus. Donc, on a fonctionné comme ça. Non, la vraie difficulté, elle a été technique, en fait. Elle a été technique parce que c'est beaucoup plus loin de mes bases. Autant la partie scientifique, je me parle au cœur et j'ai pas trouvé ça trop compliqué de me mettre à fond dans la biologie. Je l'avais déjà fait chez Unobiol, avec des études cliniques de bon niveau, etc. Bon, la partie brevet, une fois que tu as compris, et puis j'étais très assistée par un expert brevet. Bon, puis la partie business, financière et autres, ça, c'était des choses que j'avais déjà faites. Mais en fait, la partie technique, ça, c'est vraiment compliqué parce que j'avais beaucoup de mal à contrôler et à savoir intuitivement ce qu'il fallait faire. Et donc j'ai eu besoin de m'appuyer beaucoup sur des gens internes et externes. Et on a eu beaucoup d'itérations. Probablement parce que le projet était complexe. Mais certaines fois, tu vois, je me dis, ah là là, si j'avais été ingénieure, je serais quand même allée plus vite. Comme quoi. Et vous êtes il y a combien de salariés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est une dizaine. On est une dizaine. Alors, c'est pas que des CDI. J'ai aussi des contrats externes, mais de gens qui bossent quasi exclusivement pour moi, mais qu'on choisit en fait plutôt un statut externe. On est une dizaine, ouais. C'est quoi les plus grosses peurs que tu as eu à traiter, du coup, selon toi, pendant toute cette phase? Ah, mais moi, mon unique peur, c'est que ça marche pas suffisamment bien sur la peau des femmes. Il n'y a que ça qui m'a réveillée la nuit, en fait. Quand je me réveille, je pense à des études cliniques qui marchent pas aussi bien. Je suis obligée de relire les miennes en me disant, mais si, en fait, ça a marché. Et oui, parce que en fait, ça part quand même d'un idéal de sauver le monde, tout ça, tu vois. De sauver le monde, de changer la vie des gens et de vraiment faire quelque chose de significativement mieux, parce que je me dis, ça sert à rien d'aller proposer un nouveau produit, surtout par les temps qui courent,
si ça fait pas une vraie différence. Ça, c'est une question que je m'étais aussi posée. Je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? C'est quand même encore un produit à un moment où on est tous dans un mode de déconsommation, moi la première. Et je m'étais dit, bon, bah, vraiment, s'il faut que ça vaille le coup, il faut vraiment que le truc soit dingue. Et donc, j'ai toujours eu, ça a été mon unique peur pendant tout le temps. Alors, à chaque fois rassurée, tu vois, que ce soit pas à la hauteur de mes immenses attentes en termes d'efficacité et de service rendu. Je crois que c'est ça. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? De quoi je suis la plus fière? Est-ce que je suis fière? Non, en fait, je suis fière de mon équipe. Je suis hyper fière de mon équipe. Ils sont hyper forts. Non, mais tous, ils sont hyper forts, vraiment. Je crois que c'est 2 dont je suis fière. Et puis moi, d'avoir su les trouver, les convaincre de venir travailler avec moi. C'est important. Mais oui, parce que c'est qu'un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, ce que je me dis, c'est que j'ai su fédérer ces gens-là et quelque part faire prendre la mayonnaise autour d'un projet avec une mission, tu vois. Mais c'est eux qui ont tout fait. Enfin, t'imagines bien. Moi, je suis pas ingénieure, je suis pas scientifique, je savais rien faire de tout ça, en fait. Et donc, c'est vraiment eux qui ont tout fait. Et eux, je les adore. Et je les adore parce que, alors tu vois, c'est marrant parce que dans une petite boîte comme ça, tout n'est pas écrit, formalisé. Alors notre mission, si le why, on sait très bien pourquoi on est là. Le how et le what, on sait très bien pourquoi on est là. Ça, c'était très clair dans ma tête. Mais tu vois, même les valeurs, je les avais pas forcément écrites au début, et je me suis rendu compte que finalement cette équipe, elle s'est construite autour d'une mission, bien sûr, mais aussi autour de valeurs communes. Et qui partagent tous certaines valeurs. Mais tous, en fait, je me dis, tiens, en fait, ils sont, tu vois, qui sont quoi d'ailleurs? Ils sont tous assez exigeants. Ils mettent la barre assez haut sur ce qui est, comme tu le disais, une réussite. C'est au moins à ce niveau-là. En dessous, c'est pas une réussite, donc c'est exigeant. Donc ça, c'est effectivement la première chose. Ils ont un peu ce goût de l'excellence. La deuxième, c'est qu'ils sont tous hyper généreux. De leur temps, de leur personne, de leurs idées. Ils sont effectivement aussi là un peu quand même pour sauver le monde. Ça, je pense que c'est une deuxième chose qui les caractérise tous. Le troisième, c'est qu'ils sont tous hyper éthiques, hyper droits, hyper vrais. Moi, je pense que quand il n'y a pas de vérité, en fait, ça sert même à rien parce que tu travailles sur des bases fausses. C'est impossible. Tu ne peux pas construire solidement. Il faut que tout soit vrai tout le temps. Que ça sorte du cœur et ça soit pas intéressé personnellement, c'est plus l'intérêt du projet, quoi. Exactement. Et puis que dans ce qu'on voit, on voit avec des yeux juste aussi. Ça marche pas. C'est que c'est pas comme ça. Ça, on l'abandonne. Tu vois, il y a des trucs qu'on a abandonnés. Typiquement, je peux te dire, je trouve que sur les tâches, ça marche pas suffisamment bien. Donc, le produit qu'on a, il a un super effet sur la luminosité, sur l'éclat et sur l'uniformité du teint. En revanche, il n'enlève pas les tâches. Ok, tu vois. On aurait pu mettre, en fait. En vrai, on aurait pu écrire anti-tâches parce que dans l'étude, on avait un début de preuve qui nous suffisait pour le mettre et plein de produits cosmétiques l'auraient mis. Non, ça enlève pas vraiment les tâches. On le dit pas, quoi. Et donc, il y a aussi cette vérité-là qui fait qu'en revanche, on a lancé un gros programme qu'on a initié il y a maintenant 1 an et demi sur un vrai produit anti-tâches où on bosse avec le CHU, là, le centre hospitalo-universitaire de Nice, avec le professeur spécialiste de la pigmentation. Et là, peut-être que dans 3 ans, on aura un vrai produit tâches. Mais tu vois, tant qu'on n'est pas au niveau et qu'on n'est pas vraiment efficace sur les tâches, on le dit pas. Et puis surtout, tu vois, on n'est pas là pour vendre des trucs mensongers, quoi. Personne n'est là pour vendre. C'est d'ailleurs un sujet. Il faut quand même que je motive mon directeur commercial pour que lui se mette un peu plus à vendre. Mais ouais, exactement. Là, vous avez lancé les précommandes quand, du coup? Alors, on les a lancées il y a 3, peut-être même 4 semaines maintenant. Et on a déjà 200 commandes, 200 précommandes. Génial. Alors, ça paraît peut-être pas beaucoup. Moi, ça me paraît énorme parce qu'en fait, on n'a pas fait beaucoup de communication encore. On a eu le bonheur d'avoir quelques articles dans la presse grâce aux journalistes qui ont relayé l'information et je les en remercie, mais alors 1000 fois. Et on a notre site, mais c'est vrai que sinon, on n'a pas grand-chose de plus. On n'est pas encore disponible dans aucun point de vente pour venir essayer ou voir le produit. Et je pensais que ce serait vraiment un frein que les gens auraient besoin de voir, de toucher, qu'on leur explique plus en détail.
Donc je trouve ça. C'est surtout qu'en plus, je me rappelle quand on en a parlé, on avait pris un café après l'école, donc c'était il y a longtemps maintenant. Hein, c'était c'était avant le confinement. Enfin, c'était largement avant le confinement parce que je me rappelle, tu me disais, bah voilà, on va faire tester, essayer, on va faire vivre des expériences en boutique. Comment dire que en ce moment, faire vivre une expérience en boutique, ça paraît un peu compliqué, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'on a un peu changé d'axe et en revanche, on vient de recruter 2 formidables personnes là qui vont pouvoir faire du téléconseil. Puisque ce qu'on ne pourra pas faire en présentiel, on va effectivement essayer de le faire par Zoom et par vidéo, et que chacune puisse avoir accès à un conseil personnalisé. Alors, elles ont été formées toutes par Chantal Lehmann, tu sais, la facialiste, toutes les 2, puissent avoir d'abord une aide au démarrage, même si c'est ultra simple, vraiment, de s'en servir. Mais bon, c'est toujours plus sympa d'avoir une aide au démarrage un peu à la Apple Care plutôt que de lire ta notice. Et puis surtout, d'avoir une gestuelle personnalisée, inspirée des techniques de Chantal, pour pouvoir faire au mieux l'application en fonction de son visage, ce qu'on a envie de travailler, les caractéristiques propres, voilà, les volumes et autres. Et ça, je trouve ça génial, et ça va complètement dans le sens de l'accompagnement qu'on a envie de donner aussi à ces femmes. Donc ça, c'est un truc que vous offrez en achetant le produit. Oui, exactement. Super. Et puis même avant, si des femmes ont besoin de conseils ou de renseignements, on va être disponible, puisque finalement, elles sont 2. Il y en a même une 3e qui est là en support, et puis toute l'équipe, en fait, on est juste là pour accompagner les femmes et pour répondre à leurs questions, même en amont de l'achat, tu vois. Alors, c'est que les femmes, du coup, ça s'adresse qu'aux femmes? Alors, en réel, on l'a pensé pour les femmes. Ça, je vais pas dire l'inverse. On l'a pensé pour les femmes. En revanche, il n'y a aucune contre-indication pour les hommes en réalité. Ils ont juste la peau un petit peu plus épaisse, mais pas suffisamment plus épaisse pour que les niveaux de pénétration de la lumière soient significativement différents. Et il n'y a aucune raison qu'on n'obtienne pas les mêmes choses. Alors, nos études cliniques sont sur les femmes, mais il n'y a aucune raison qu'on n'obtienne pas les mêmes choses sur les peaux des hommes. D'accord. Il faut juste pas passer sur la barbe. Ouais, c'est pas. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, mais juste maintenant, et qui entend que ça y est, le produit est quand même révolutionnaire. Tu commences à avoir de la presse, il y a des précommandes, donc tu commences à trouver ton public, et il te dit, mais en fait, t'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Écoute, je pense que c'est pas faux, d'abord, parce que je pense que j'en ai eu, mais je pense aussi que la chance, ça se crée. Et il faut se mettre dans les conditions à un moment de pouvoir générer cette chance, et puis de pouvoir l'accueillir, parce que parfois tout le monde a la chance. Il faut juste saisir le truc qui est ta chance à ce moment-là, et pas la laisser passer, parce que je pense qu'on en a tous, mais parfois on la laisse passer. Moi, j'ai sauté dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? Un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Ouais, probablement de se faire confiance encore plus. Faire confiance à ses intuitions, surtout. Et essayer de ne pas douter. Bon, moi je doute quand même beaucoup, je remets beaucoup en cause. Alors parfois ça fait progresser, bien sûr, et puis ça rend exigeant, mais quand même, d'abord, parfois c'est quand même un peu désagréable, et puis finalement ça fait perdre du temps inutilement. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on me dise, et moi je dis, faites-vous confiance, mais faites-vous confiance, et faites confiance à vos intuitions. Il y a toujours quelque chose de vrai et de juste. Alors parfois il faut un peu les détricoter pour comprendre aussi ce qu'il y a derrière, mais c'est toujours le bon signal. Ouais. Bon, on dit que quand il y a de la peur, derrière se cache quelque chose de l'intuition d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est assez vrai. C'est assez vrai. Je me souviendrai toujours, une fois chez Enobiol, on a fait des belles choses chez Enobiol. On a plutôt bien développé le business, honnêtement. Si ce n'est qu'à un moment, on lançait à peu près 5 produits par an. Et puis à un moment, il y a un produit qui était un énorme four. Et j'en ai eu l'intuition juste avant de le lancer, mais un peu trop tard. On l'avait pas encore présenté aux pharmacies, mais bon, on avait quand même déjà lancé les prods et tout. Et je sais pas pourquoi, j'étais en réunion et je vois ce produit et je me dis, oh, ça va être un four.
Et en fait, c'était hyper désagréable, cette espèce de peur. Là, tu sais, ça te fait un truc dans le ventre d'une évidence absolue. Et je me suis dit, merde, pourquoi je l'ai pas vu avant? Et en fait, en vrai, ça a été un four. Probablement mon plus beau four sur les 4 années, là. Sur les 4 années, pardon. Donc oui, bien sûr. Alors, en tout cas, là, moi, cet exemple-là, quand j'ai un petit stress comme ça, c'est que je sais qu'il y a un truc qui est pas bien. Il y a un truc qui est pas au carré et ça va pas marcher. Il faut corriger quelque chose. Alors, souvent, c'est pas très grave. C'est un truc à corriger. Il faut revoir, il faut rechecker. Mais il faut toujours, moi je considère que non, que c'est pas une pollution inutile de mon mental, c'est que vraiment c'est une alerte. Hein. Et est-ce que parfois c'est arrivé que ça soit plutôt l'inverse, en mode j'ai peur, mais parce qu'en fait il faut que j'y aille et parce que c'est vraiment mon chemin, il faut que j'y aille, mais j'y vais, mais j'ai peur, quoi. Ouais, alors aussi, c'est vrai, c'est drôle. Hein. C'est vrai qu'il faut arriver à discriminer ce qu'il y a derrière cette peur. Oui, parce que ça rejoint un peu le sentiment d'imposteur dont je te parlais. Ça m'est arrivé de me réveiller la nuit et de me dire waouh, j'espère que quand même c'est suffisamment au bon niveau. Et là, effectivement, je remets du rationnel. C'est ce que je te disais. Je regarde mes études cliniques, j'appelle mon directeur scientifique, et puis effectivement, je me dis non, mais en fait, si c'est bon. Et puis puis après, il y a eu beaucoup de tests aussi qui m'ont conforté. Donc ensuite, c'est des questions que je me suis plus posées. Mais donc bref, il faut quand même la passer. Donc la peur, c'est une bonne alerte. Et il faut arriver à la décrypter. Soit c'est effectivement une vraie alerte d'un truc qui bug, soit c'est une petite névrose personnelle. Et dans les deux cas, il faut arriver à décrypter. Il faut mettre un peu il faut mettre un peu d'intelligence dessus pour essayer de voir quel était le signal en fait. Et si c'est effectivement un truc un peu embêtant à corriger urgemment, tu vois, ou si c'est non, juste un petit conditionnement psychologique. Ouais. Et ta famille, comment ils vivent toute cette aventure? Alors, ma famille proche, Stéphane, il est hyper supportif. Alors, Stéphane, il faut savoir que il est, du coup, c'est ce que je racontais au début, hein, il est cofondateur avec moi. Donc, il est cofondateur, d'accord, je savais pas. Ouais. Avec Stéphane, mon frère Florent, et puis le professeur Jean-Alexis Grimaud, dont j'ai aussi discuté, dont j'ai aussi parlé au début. Et donc il a toujours suivi le projet de très très près. Il a été, alors d'abord il a été aux manettes avec moi tout au début, puis il a été président du board d'Inderm, et puis là il a pris un peu de distance parce que lui-même a eu des projets entrepreneuriaux personnels, donc auquel il s'est consacré à 100%, mais il reste très très supportif, et je pense que sans ça, j'y arriverai jamais, ou j'y serais jamais arrivée. Et ton frère, qu'est-ce qu'il fait en parallèle du coup de Light Inderm? Alors mon frère, en fait, il est ingénieur et banquier, donc il a fait toute sa carrière à la BNP. Et donc, il est notre directeur administratif et financier, comme tu peux l'imaginer, à ses heures perdues. Ok, super. C'est un peu un family business, en fait. Ah ouais, complètement même. C'est chouette. Et tes enfants, comment ils vivent l'aventure? Alors, écoute, mes enfants, je les ai aussi impliqués parce que tu sais, mes deux grands, là, ils font des études d'ingénieur. Ouais. Et donc, quand j'avais mes problèmes techniques, je leur soumettais en me disant peut-être qu'un œil neuf et relativement jeune pourra nous aider. Et puis en fait, des tests d'appareils, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Donc ça m'est arrivé d'en ramener une vingtaine qu'il fallait tester. Enfin, on testait notamment toutes les diffusions de sérum. Ouais. Et j'avais embauché Théodore, donc le deuxième, comme testeur professionnel. Donc en fait, il a passé des heures carrées à tester des appareils. Et ils sont contents de cette aventure? Oui, je pense qu'ils trouvent ça chouette d'avoir osé le faire. Ouais. Aujourd'hui, d'avoir un appareil qui marche. Et effectivement, c'est vrai qu'il est joli. En tout cas, il aboutit, quoi. Ouais, il est très beau. Ah ouais. Je l'ai pas vu en vrai, mais en photo, il a l'air magnifique. Écoute, il aboutit. Non, je pense qu'il trouve ça, puis il trouve ça courageux. Et ils ont été hyper supportifs. Non, je pense que ça fait partie un peu d'une énergie familiale. Ouais. C'est quoi tes prochains défis? Alors, nos prochains défis. Bon, d'abord, c'est effectivement de réussir le lancement France, et réussir le lancement France, ça veut dire avoir 100% d'avis positifs et de recommandations et de femmes qui trouvent qu'effectivement, ça a un intérêt
c'est un intérêt évident et qu'il recommande autour d'elle. Ouais. Et ensuite, il faudrait que on commence à s'intéresser à l'étranger, puisqu'on va essayer de le commercialiser dans différents pays, alors dans lesquels on a déjà pris nos marques et fait plusieurs études. Donc, on sait que ce sera possible, mais notamment en Asie et en Chine en particulier. Et puis aux US. Donc ça va encore nous occuper. Mais d'abord, on veut faire les choses bien en France. Ouais, d'abord, les premiers retours de clientes qui l'utilisent. Ouais. Et puis retrouver un petit peu de temps pour ma famille, mes amis et mes livres quand même. Ouais, retrouver peut-être un équilibre de vie. Ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Oh là là, mais à la terre entière. À l'univers d'abord, de m'avoir permis de me mettre sur ces rails-là et puis m'avoir permis de trouver le courage de le faire, d'avoir confiance. Et puis, merci d'abord aux gens qui sont tout près de moi, mon entourage, on en a beaucoup parlé, mais mon mari, mes enfants, mon frère, avant tout le monde. Et puis, et puis tous les gens qui aujourd'hui sont avec moi dans le projet. Et qui me portent aussi avec leur énergie, avec leur envie et leur passion. Je pense que c'est ça qui nous caractérise tous beaucoup là en ce moment. Ouais. Et donc, je pourrais citer plein de noms, Jean-Alexis sur la partie scientifique, Mathieu pour le design, Chantal pour la gestuelle, et puis surtout toute mon équipe, ils se reconnaîtront. Ouais. Mais merci, mais je leur dois tout. Enfin, j'ai vraiment ce sentiment de reconnaissance absolue. Qui est d'ailleurs très agréable en fait, de se dire que c'est aussi grâce aux autres et de les remercier pour ça. Je trouve que c'est une vraie aventure, c'est une vraie aventure humaine. C'est une vraie aventure humaine. C'est avant tout une aventure humaine. Ouais. Il y a un chemin de progrès pour tous. Ouais. Merci beaucoup Géraldine. Je mettrai évidemment le lien de Lighting Derm sur le blog et puis je vous taguerai sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas, allez-y, précommandez pour faire du bien à votre peau et à vous-même. C'était la petite minute pub. Je fais pas ça en général, mais là j'avais envie. Merci Charlotte. Merci à toi. Merci, à bientôt. À très vite. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir mon petit teasing apparaître. En effet, nous vous avons préparé une petite surprise. Rendez-vous donc mardi prochain pour un épisode bonus de Noël et le 24 décembre pour le 3e rendez-vous avec France. Si vous n'avez pas encore écouté les 2 premiers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis à mardi et jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?